retour de Commute. Merci à tous d'être avec nous. On a mis un peu de temps à trouver une place de parking, mais nous revoici enfin pour parler mobilité avec vous et avec mes SRAM, mes Hey, mais je ne sais pas comment on dit finalement, mes fidèles acolytes préférés, à commencer par mes covoitureurs, c'est vrai, préférés. Chloé, comment ça va? Ça va, je suis contente de vous retrouver. Long time no see. Ouais. Pour parler de tout ce qui s'est passé pendant les vacances. Depuis longtemps, parce que. Bah oui, il y en a qui font du vélo dans mon dos. T'as été piraté par Daz sur le dernier épisode. C'est vrai? Oui. C'était bien Ken. C'était bien Ken qui avait mué, bien sûr. Bien sûr, ouais, je suis désolé. La dernière était très compliquée en fin d'année. Qu'est-ce que c'est dur pour moi de faire tous les trucs comme ça. Ça fait plaisir de te retrouver. Tu m'as l'air très en forme. Ah, c'est parce que je fais du vélo. Ah ouais? Mais non, tu bosses. Vas-y, plug tes entreprises là. Ah bah, vous voulez que je fasse ma pub? Vas-y. Faisons ça pendant 1 heure, y a pas de souci. Non. En pitch, en 2 minutes. Non, on a eu du mal à trouver même à la rentrée là, parce que moi je travaille beaucoup sur mes enquêtes. J'écris des meurtres, vous devez les résoudre. Ça s'appelle Sous-scellé, achetez ça, et comme ça je pourrais me payer des garde-boue. Yes, j'ai des très bonnes recos si tu veux. Ah, je te remercie. Ah tiens, en parlant de recos, j'avais demandé à Victor la dernière fois, puisque mon vélo faisait un bruit d'enfer, comment il fallait entretenir sa chaîne. Tu m'avais dit une super marque, mais que j'ai pas prise parce que j'avais pas de sous. Makoff. Et j'ai fait réviser mon vélo chez Cyclofix, et il m'a dit mais du bon WD-40, c'est la solution à tout. Là, ça va faire hérisser les poils de Victor qui n'en a pas. Non, ça marche aussi, mais c'est Makoff, c'est biodégradable, c'est bio-cool et tout. Oui, mais on a tous une bouteille de WD-40 chez soi. C'est vrai. Donc je me suis dit en fait la simplicité. Globalement, tu dégraisses avec un dégraissant, peu importe le dégraissant. On regresse et c'est parti. Et tu regresses après et ensuite. J'ai changé ma chaîne et mon pignon au final. Finalement, c'était tout propre. J'ai changé de vélo, il fait plus de bruit. Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Victor, comment vas-tu? Très bien. On s'est rentré. Oh là. Que dire? Bah alors? Bah non, mais je suis saoulé par la journée sans voiture, j'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est l'anniversaire du TGV. C'est les 40 ans de la grande vitesse. Tu dis ça, Ken, parce que Victor a le plus beau t-shirt de la Terre. J'ai un t-shirt. Grâce à ce podcast, sans vue. Bah, non, si, vous verrez sur la photo qu'elle a Vous m'avez payé avec les revenus publicitaires que je ne touche pas ce t-shirt. Voilà. Bah écoute, il est formidable. Hein. Dessus apparaît de face la toute première locomotive de train à grande vitesse du Patrick de son la SNCF. Patrick, exactement. Qui l'avait inauguré à l'époque? Quel président? C'est sous quel président? C'est Mitterrand. 40 ans. Oui, c'est Mitterrand. Du coup. Mitterrand, je crois. Mitterrand, incroyable. Bah ça doit être tout juste parce que c'est 81, du coup, 40 ans. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai doute. Donc, si c'était avant le 7 mai, c'est Pompidou. Le monde nous l'a envié, nous l'a copié d'ailleurs, hein, ce train à grande vitesse. Précurseur hein, dans ce domaine, une fierté française, comme le Concorde, mais lui, il roule encore. Oui, c'est clair. Il s'est pas scratché en fumant. Pendant que Victor cherche, comment ça va toi, Ken? Ah ben moi ça va très très bien. J'ai encore changé de vélo depuis le dernier coup. Franchement, si on retrace l'historique depuis janvier, genre on a les chroniques qui ont le plus mal vieilli de la Terre, quoi. Oui, mon Jitencha, c'est trop bien, machin et tout. 6500 € plus tard, il y a un Giant en carbone. Alors, je ne retire rien de ce que j'ai dit. Hein. C'est vrai. Le fixie, c'est la vie hein, ici, vraiment. Très bien. Vraiment. Et j'ai toujours mon cow-boy. Donc ma chronique tient bon la barre. Je ne l'ai absolument pas abandonné. C'est Mitterrand qui a inauguré le TGV. Voilà. Je coupe. Forcément. Non, mais tu fais des courses, tu fais du drive coursier avec ton cow-boy. Quoi. C'est vraiment, tu l'utilises comme un cargo. Ah, tu as un deuxième boulot? Un deuxième boulot. Tu fais des courses, t'es coursier, tu dis? Je fais des drives. Je commande au drive de Carrefour et je vais le chercher, mon drive. Je peux pas t'appeler pour que tu me livres des trucs. Si, tu peux en vrai, alors, je ne vais pas raconter ma vie, mais ma femme a un petit business et lorsque les clients sont relativement proches de chez moi, il m'arrive
en effet de les livrer directement à vélo pour optimiser mon sport et la livraison, tu vois, c'est toujours ça de moins que la poste. Est-ce que tu factures la livraison Ken Bogard? Non, franchement, je vais apporter. La Fame pourrait le faire, tu vois, genre avec un petit autographe à la fin, n'importe 100 balles. Mais oui, c'est l'escalade. Je ne parlerai pas en tout cas d'escalade du cyclisme ici parce que j'en ai honte. Ah, d'accord. Et, voilà. Et à chaque fois que j'en ai parlé dans le Discord, je me suis de toute façon fait chier dessus. Donc on va arrêter de dire ça. Mais je suis très content de mon nouveau vélo qui est au passage, tout simplement le vélo de l'année 2021. Et lui, c'est un Giant TCR pour les curieux. 3 titres de vélo de l'année 2020. Et j'en suis très content. J'espère qu'il se fera pas tirer dehors. En tout cas, 3 chroniques aujourd'hui avec Chloé qui va nous parler mobilité et animaux, Victor qui va nous parler d'un monde sans voiture. Je sais pas si c'est un monde ou une ville. Une ville, ça sera déjà pas mal. Et moi qui vous parlerai de 1000 km en électrique. Est-ce possible en 2021? Voilà un beau programme qui nous attend dans Commute. On va commencer tout de suite avec Chloé et on va parler des petits animaux. Je propose de changer les musiques de Commute par ça maintenant. C'est une chronique qui va pas mal me toucher, ça, Chloé. J'ai hâte de t'écouter parce que transport et animaux, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Ah justement, j'ai pensé à toi. Mais c'est pas spécialement très simple, hein, crois-moi. Mais en fait, j'ai pas forcément développé ça à fond, donc tu pourras m'aider à développer ça. Je vais vous parler comme d'habitude de moi. Je suis partie à la campagne quelques jours la semaine dernière et lors d'une petite balade au milieu des champs, je suis tombée sur des chevaux. J'étais avec une amie qui est cavalière depuis 15 ans et je trouve ça très beau, les chevaux, ils sont gentils, ils sont beaux. J'ai été passionnée des petits poneys comme toutes les filles et je me suis fait la réflexion devant elle malheureusement en me disant mais à quoi ça sert un cheval aujourd'hui ? Et vraiment, j'étais là, mais vraiment, qui a un cheval le cheval, il était dans le pré du gars. Et j'étais là, à quoi ça sert d'avoir un cheval aujourd'hui ? Ce n'est pas très utile. On s'en sert plus vraiment. Et à part le monter, je ne donnerai pas mon avis sur l'équitation, sinon je vais me faire des ennemis. Mais bon, j'ai eu le malheur de dire ça devant ma copine, mais la réflexion a fait que je me suis un peu intéressée à ça. Ça a évolué sur l'animal en soi. Et vu que je pense à Commute tout le temps, le transport de l'animal. Mais pour faire ma chronique, je me suis dit qu'il faut diviser le problème en 2 catégories. Les animaux qui se transportent et les animaux qui sont eux-mêmes des moyens de transport. Ah oui. Et oui, parce qu'il y a un peu les deux. On va commencer par les animaux qui se transportent, qui sont quand même un peu plus communs. Et pour ça, on pense du coup à nos petits chiens et nos chats. On est donc autour de cette table 3 chats. Je sais pas si t'as un chat, Victor. Non, moi pas pour l'instant. Donc t'en as que 2. J'ai 2 chats, ouais. C'est ça. Tout à fait. Et donc, c'est les animaux de compagnie les plus répandus, le chat et le chien. Comment tu transportes tes animaux, toi, partout ? J'ai testé énormément de moyens de transport. Alors, globalement, lorsque j'ai des grandes distances à faire, je les transporte à 90% du temps en voiture. Voilà, c'est par la voiture que je transporte mes animaux. 10% du temps en train. Mais c'est très, très, très rare pour des raisons qui peuvent paraître assez évidentes. J'ai du mal, un chat, à le faire taire au niveau du miaulement. S'il est pas bien, il va miauler, Point final. Et je ne pourrais pas m'empêcher d'embêter les gens. En plus, il faut payer ta place pour le chat dans le train. Donc ça fait des trucs en plus. Je paie pour un vélo, mais le vélo, il miaule pas, tu vois. Et du coup, j'utilise principalement la voiture, mais ça a été un véritable casse-tête pour moi parce que mes animaux supportent extrêmement mal la voiture. C'est vrai. Et ouais. Et donc quand je dis extrêmement mal, c'est vraiment miaulement du début à la fin. Ça halète, ils bavent, ils vont jusqu'à vomir et parfois même ils surinent et ils se défèquent dessus. Donc, en fait, c'est des enfants. Exactement. Avec plus de poils. Exactement. Donc j'ai dû chercher les bons véhicules qui mettaient le moins mal mes animaux. Déjà, 100%, il ne faut pas que j'utilise de cage. La cage, non. Donc en voiture, ils sont libres. En voiture, ils sont
accrochés en laisse via un harnais. Tu vois, moi mes chats ils sont tellement gros, donc des Julius pour chiens ça va, et ils sont attachés en laisse, mais entre guillemets relativement libres au pied du siège passager. C'est le meilleur moyen pour qu'ils soient tranquilles et pas stressés, parce qu'ils sont tous les deux ensemble, rassurés, et ils sont relativement bas au niveau du centre de gravité de la voiture. Et ensuite, aucune voiture thermique n'a jamais fonctionné sur le bien-être de mes chats. Il y a qu'en voiture électrique que j'ai arrivé à avoir des traversées. Oh là là, les chats de luxe quoi. Franchement, ils supportent 1% du temps tu les transportes en vélo cargo. Alors, oui, c'est autre chose. C'est vrai que j'ai fait aussi du vélo cargo avec mes chats. On va faire transport par transport. Déjà, le vélo. Moi, je suis une prosélyte du vélo, vous le savez. J'aimerais trop. Est-ce que... J'ai eu un ami, alors paix à l'âme de son petit chien qui est décédé malheureusement, qui justement se posait la question parce qu'il fait du vélo, sauf qu'il amène son chien au boulot. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux cages de transport pour chiens et chats. Bon, plutôt pour chiens malheureusement, parce que c'est pas encore vraiment développé pour les chats, mais il y a 10 millions de choses qui se font. Il y a un monde qui s'est ouvert à moi de transport de chiens et de chats sur les vélos. C'est tout à fait possible, hein, sachez-le. Faut juste habituer un peu votre animal, comme tu disais. Enfin, un animal, faut l'habituer dans tous les cas à faire du transport. Si vous avez la chance de croiser, alors il est à Paris, mais je pense qu'il y en a partout en France. Il y a beaucoup de dog-sitters qui se baladent en vélo cargo avec des meutes de chiens autour d'eux. Il y en a un qui se balade dans le 10e. C'est comme mon trèfle à 4 feuilles. C'est-à-dire que quand je tombe dessus en me baladant, je m'arrête, je suis heureuse. Et en fait, il a tous ces vélos autour, tous ces chiens autour de lui. Il y en a certains qui sont dans le cargo, il y en a certains qui courent autour. C'est magnifique. C'est une vision de rêve. Ouais, moi, j'ai croisé un good boy en vélo cargo dimanche à la journée sans voiture. Ça m'a refait. Bien. Il était tout sage. Il était assis dans le cargo. Et genre, il était le vélo était garé sur la terrasse. Le mec était en train de manger en resto, si tu veux. Le chien était parqué avec le vélo. Je trouve ça génial. Vélo ou deux roues électriques, parce que j'en vois souvent qui ont leur chien soit dans des sacs à dos, à moto, des choses comme ça. Ça me fascine. Je sais pas si le bien-être animal est à fond respecté là-dedans, parce que si c'est un petit chien, en vérité, ça va. Ça peut fonctionner aussi avec des chats. Alors, pour avoir testé un vélo cargo pendant une semaine, justement la semaine dernière, un Backfits, j'en suis venu à la conclusion que c'est parfait pour un chien. Mais quand je te dis parfait, c'est vraiment parfait. Donc, c'était le cargo avec, enfin, c'est à l'avant, à l'arrière, comment ça se passe ? À l'avant, ok. À l'avant. Et c'était un short, donc plutôt quelque chose d'assez court. C'est extrêmement maniable. Ça pèse 30 kilos, mais tu les sens pas. C'est très confortable. Et pour le coup, le système de cargo est ultra bien pensé. Sachant que justement, il y a des sociétés qui développent des cages spécialisées, notamment à plugger sur des cargos existants pour les chiens. Parce que si ton animal n'est pas habitué, s'il saute, ça devient dangereux quand même. Tu peux tuner ton vélo cargo. Tu peux tuner ton vélo cargo. Parce qu'en fait, en gros, on te dit que tout ce qui est panier, c'est pour des chiens de moins de 10 kilos. Sinon, ça déséquilibre vraiment trop. Tu peux donc avoir les solutions des cargos avec les cages. Et puis, tu as la solution des petites... Tu peux balader ton pitbull avec ton vélo gitane, hein, si tu as le panier adapté. Pitbull, c'est plus de 10 kilos, je pense. Ouais. Ah, mais non, mais tu prends un panier qui va. Non, mais sinon, tu prends les petites remorques qui sont spécialisées pour des chiens. Voilà. Non, exactement. Ça, c'est mon fantasme absolu total. Alors, d'habitude, c'est pour les enfants. C'est, bon, là, je montre. Alors, vous voyez pas, évidemment, on est en podcast. Le Tulle Chariot Coaster XT, qui est à la fois, donc, Cette émission n'est pas sponsorisée. Non, pas du tout. Une remorque de transport, mais aussi, une poussette, hein. Ça fait poussette aussi. C'est une caravane pour animal. Oui, complètement. C'est pour les enfants, mais ça s'adapte ultra bien à des animaux. Et surtout, j'ai suivi le blog de gens qui se baladent, qui font du... Comment ça s'appelait ça ? Du vélotourisme. Vélotourisme. Avec du coup un chien. Et qui ont cette petite remorque, et qui est une remorque pliable très facilement, apparemment. Exactement. Ce qui fait que tu peux même aller dans le train avec. Tout à fait. Donc voilà. J'en ai croisé à l'île Dorée une centaine. Est-ce que tu as vu le compte Instagram Mad Max Fluffy Road ? Alors ça, j'y viendrai dans mes recommandations de fin, parce qu'en fait, il y en a des millions qui sont extraordinaires tous. Moi, mon petit préféré, c'est One Bike, One World, qui est l'histoire de ce rugbyman professionnel écossais qui a fait le tour du monde et qui a récupéré Nala, sa petite chatte, en Bosnie, et elle le suit depuis. Elle est à l'avant dans un petit panier sur son vélo. C'est plus rare pour les chats, parce que les chats faut un petit peu plus les habituer, mais elle a son petit harnais, son petit panier à l'avant qui est spécialisé pour l'hiver quand il y a de la neige ou des choses comme ça. Donc, trop bien. Donc de voir ce gros gars rugbyman avec son petit chat, c'est magnifique. Mais on pourra chacun
chacun lister nos comptes à suivre qui sont des petits moments de paradis dans mon Instagram, je trouve. L'autre façon de transporter son chat ou son chien ou son hamster, c'est bien sûr les transports en commun. Là, ça devient un petit peu plus touchy. Vous saviez que, par exemple, dans le métro, c'est interdit de transporter ton chien hors d'un sac, sauf chien d'aveugle, bien évidemment. Dans le RER, c'est autorisé si le chien est muselé et en laisse. Mais voilà, c'est un petit peu plus galère. D'ailleurs, je vous invite, je mets mes recos au milieu, à aller faire tous les hashtags sur Instagram, Dogs of New York ou Dog in a Bag, puisque depuis 2017, le métro de New York interdit les chiens s'ils sont pas en sac. Et les gens ont dit, pas de souci, il n'y a pas de limite de poids. Donc ils mettent tous leurs chiens dans des sacs. Et en fait, il y a toutes les meilleures techniques de sacs. Donc il y en a qui prennent des sacs Ikea bleus géants, là, qui mettent 4 trous et qui mettent leur chien avec les pattes dans les trous pour que le chien continue de marcher. Mais il est dans un sac. Les forceurs. Et en fait, c'est assez magique de voir tous les énormes chiens dans le métro de New York en sac à dos. Là, j'en vois un corgi. Voilà. Le Mad Max Fluffy Road, c'est Marocco. C'est un corgi qui se balade en sac à dos. Le mec se filme à se balader dans New York et c'est une petite pépite de bonheur qui se balade partout. Tous les gens, c'est la même réaction, c'est « Elle est trop mignon !» Et du coup, tu passes de « Putain, fait chier, faut que j'aille bosser » à « Un chien trop mignon ». Mais oui. Ces gens sont des petits distributeurs de dopamine. Moi, je trouve ça cool. T'as dit corgi, t'avais gagné déjà. Oui. Ah oui, évidemment. Pour la voiture, t'en as un peu parlé, ça m'intéresse un peu moins le transport en voiture, c'est de la cage, tu l'adaptes sinon à ton animal, comme toi tu as dit, les harnais. Pour les gens qui n'ont pas de voiture et qui doivent se déplacer, j'ai découvert le principe du taxi animalier. Est-ce que vous saviez que ça existait ? C'est des taxis vraiment dédiés au transport d'animaux. Donc, souvent... Des taxidermistes. Oh mince. J'espère qu'il finira pas aussi mal. Cette blague. Vas-y, on arrête tout. Excusez-moi. Dans les taxis animaliers, donc en général, ils servent au transport notamment de tous les chiens professionnels. Et accessoirement, à côté, ils peuvent aussi être loués pour, si t'as pas de voiture et que tu dois absolument transporter ton chien chez le veto ou des choses comme ça, parce qu'il y a peu de taxis qui acceptent les chiens et les chats. Sachez qu'il y a des taxis animaliers, ça reste rare quand même. Le train. Tu en as parlé aussi, Ken. Grosso modo, il y a les limites de poids. Ouais. Grosso modo, il faut prendre son billet pour son animal. Ça coûte parfois un peu cher. Sachez que les animaux sont absolument interdits dans l'Eurostar. J'ai découvert ça, t'as pas le droit. Ah ouais. D'accord. Ouais. C'est peut-être le passage de frontière, parce qu'il y a des trucs de vaccination. Alors ça, c'est d'une manière générale, si tu veux voyager en dehors de la France, il faut que ton animal ait un passeport normal. Il y a eu des quarantaines, effectivement, dans certains pays, c'est plus le cas pour l'Angleterre. Mais voilà, en Eurostar, tu peux pas, sauf si t'as un chien guide d'aveugle. Mais tu peux prendre à fond l'Eurotunnel. Ils ont vraiment une page dédiée à nous, on transporte tous les animaux, donc normal, c'est dans ta voiture. Et vraiment, ils ont une page dédiée à tous les animaux. C'est-à-dire que les lapins, les trucs comme ça, c'est trop bien. Donc je vous conseille d'aller voir ça. Vous pouvez transporter votre girafe depuis Calais si vous voulez. De toute façon, depuis peu, les Français sont aussi interdits dans l'Eurostar. Donc, exactement. Oh là, ça dénonce. L'avion, je me suis un peu plus penchée dessus parce que c'est assez fascinant le transport en avion. Quentin pourra participer de loin. C'est galère de transporter son animal en avion, je vous le cache pas. Il y a trois formes de transport, en cabine, en soute ou en fret. Et en cabine, bien sûr, c'est limité à la taille et aux animaux. Donc, moi, je me disais, est-ce que tu peux tout transporter ? Non. D'une manière générale, il faut quand même appeler avant. Tu peux pas faire ça en direct, en ligne. Tu peux transporter tes animaux, mais en cage. Il faut que ça soit à tes pieds. Il faut pas qu'ils gênent tes voisins. Donc, je me dis... C'est quasiment impossible. C'est impossible pour des transports de longue durée. En soute, ça peut un peu traumatiser l'animal. Mais c'est souvent comme ça qu'il va voyager. Ouais. Mais après, tu n'es pas obligé de voyager avec ton animal. T'imagines la violence que c'est pour t'es une espèce de petit être, genre t'imagines t'as tes chats, t'as connu que la douceur d'un canapé et d'un truc, et on te fout dans une espèce de caisse, dans un truc qui fait un bordel pas possible, t'as les oreilles qui vont exploser, t'imagines le truc, le chat, je pense qu'il sort du truc, il te déteste. Les chats sont endormis en soute. Ah ouais. Oui. Ouais. Ah on leur fait prendre des médicaments pour qu'ils dorment. Parce que oui, sinon c'est un véritable enfer en effet. Mais je sais à peu près, on en a parlé un peu dans d'autres podcasts parce que c'est un problème qu'on
qu'ont eu les expatriés. En fait, dès qu'on a un déménagement longue distance, outre-Atlantique ou bien un peu loin, on est souvent obligé de prendre l'avion. Quand on a des animaux de compagnie, qu'on veut les emporter, mais ils vont devoir subir un trajet d'avion. Du coup, on se renseigne un peu. Moi qui veux vivre au Japon, je me suis pas mal renseigné là-dessus sur comment est-ce que je pourrais amener mes chats au Japon. Tu vois. Et alors tu vas les endormir et les mettre en soute. Il faudra les endormir, les mettre en soute et qui supportent le voyage de 12 heures. Ça se fait très bien, mais il faut savoir que votre animal sera de toute façon confisqué une fois arrivé à Tokyo, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays du monde, pendant une période de 2 semaines, juste pour checker s'il n'est pas porteur de maladie ou ça dépend des pays, mais de toute façon il faut exactement, ça dépend des pays. Avant, quoi. Exactement. Donc quoi qu'il arrive, on va endormir ton animal, on va te prier ton animal, mais ensuite après tu les récupéreras. Ouais. Et alors, sur justement les animaux en avion, je suis allée sur le site d'Air France pour me renseigner. C'est marrant parce que les spécificités de transport sont très étonnantes, puisque donc on dit cabine ou pas. Sachez qu'en business, aucun animal cabine n'est autorisé. Ouais. Ouais. Ouais, alors t'as pas le droit. Je comprends. Moi j'ai vu des princes qataris qui emmenaient leurs aigles royaux. Ouais, t'as vu le truc, genre l'avion complètement rempli avec les rapaces. Putain, ça c'est ouf. Non, puis je me dis toutes les nanas avec leurs chihuahuas ou des trucs comme ça, je sais pas. Ah oui, ça j'avoue. Ça c'est en catégorie porte-clés, c'est pas en catégorie animal de compagnie, donc ça va. Et il y a un truc très spécifique où ils te disent pas de soute pour les animaux, pour les chiens à nez retroussé. Ah. T'as vraiment toute une liste. Fini les bulldogs. De chiens à nez retroussé parce qu'ils ont des problèmes de respiration. Ah oui, c'est vrai. Oui. La compagnie ne veut pas prendre le risque qu'il se passe un. Oui, d'ailleurs, il y avait eu un foin pas possible sur Twitter. Une personne qui avait perdu son chat ou son chien par Air France. Et était en mode rendez-le et tout, alors que le chat, ils ne retrouveront jamais, le pauvre. Mais c'est horrible ce que tu dis. Oui. Mais oui, la cage elle a été cassée genre à New York, tu vois. Donc il y a un problème de la compagnie. Un petit peu, oui. Voilà. Mais voilà, sachez que si vous avez un animal à nez retroussé, c'est problématique. Donc réfléchissez avant. Et ne prenez pas Air France. On sera jamais sponsorisé par Air France. Non mais je comprends pas. Alors on me dit prenez. En ce moment on est en train de me dire si justement prenez Air France. Non mais je suis sûr qu'Air France ils peuvent absolument rien à partir du moment. Enfin je sais pas toi, Monsieur Quentin qui connaît un peu les bagages une fois qu'ils ont quitté l'avion, c'est plus la responsabilité de la compagnie, c'est la responsabilité de l'aéroport. Ah bah oui. Voilà, il dit oui, Quentin dit oui. C'est l'aéroport, c'est pas Air France. Petite anecdote Amérique. Sachez que depuis août 2019, le département américain des transports autorise en cabine les animaux de soutien émotionnel. Ah, top. Et c'est pas limité aux chats et aux chiens. Et vous avez peut-être vu cette news d'une nana qui voyageait avec son cheval miniature. Cheval miniature. En cabine. Son Non, c'est vraiment un petit cheval très mignon et qui explique justement qu'elle en a besoin parce que elle a des grosses crises d'anxiété et le cheval est là pour elle. Donc ça a été accepté et les animaux de soutien émotionnel ne payent pas. Et là, je me suis dit, mais comment tu voyages avec un cheval miniature ? Et elle explique qu'elle était assise à côté d'un journaliste qui a gentiment accepté de partager son espace avec le cheval et qui s'était placé là où il y avait la place devant. Il n'y avait pas de siège devant eux, donc le cheval s'est mis devant eux comme ça. Et donc voilà. Donc vous pouvez voir. C'était un vol long courrier ou pas ? Parce que non, je pense que c'est. En même temps, j'allais dire que c'est dans les États-Unis, mais tu peux avoir des vols très longs inter-État, quoi. Donc je ne sais pas. Non, c'était pas étranger. Mais voilà, si vous voulez aller voir un petit animal, un petit poney qui prend l'avion, c'est possible. Et je me dis, à quel moment tu peux déterminer si un animal est de soutien émotionnel ou pas dans les transports. J'aimerais bien qu'ils essayent. Franchement, moi, j'aimerais bien pousser le truc jusqu'au bout. Tu vois, genre, t'arrives, tu dis. Qu'est-ce que tu testerais ? Un taureau. Ça tient pas. C'est mon taureau porte-bonheur. Et t'arrives avec un truc énorme comme ça, en fond de cabine, tu dis mais non, mais quand je le caresse, je me sens bien. Une migale. Petit soutien émotionnel, hein, la migale. Des serpents, tu sais, que pour faire. Énormément de serpents. Et après, tu fais un film avec Samuel L. Jackson. Ouais. Exactement. En fait, c'était peut-être les animaux. Lee Jackson de soutien émotionnel. C'était peut-être des animaux de soutien émotionnel et le film a été mal vu en fait. Donc voilà, en France, c'est pas encore tout à fait le cas. Ensuite, en bateau. Alors en bateau, bon, c'est toujours un peu la même chose. Hein, oui, tu peux faire un peu. Enfin, ça dépend des bateaux, tu vois. Mais sachez que
Là où moi je voulais vérifier quelque chose, c'est les lapins dans les bateaux. Parce que je sais pas si vous connaissez la superstition. Interdit de parler de lapin sur un bateau. T'as même pas le droit de prononcer le mot lapin sur un bateau, donc j'étais là, wow. Oui, c'est vrai, c'est interdit. Ouais. Ah putain, mais ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'avant, pour faire les longues traversées, ils avaient plein de produits frais et des animaux vivants. Et donc parfois, ils avaient des lapins qui s'échappaient de leur cage et qui bouffaient et la nourriture et les cordages ou les trucs qui retenaient les planches du bateau. Rongeur, quoi, c'est ça, ouais. Donc potentiellement, ça faisait couler le bateau. Donc c'est vraiment interdit de parler de lapin. Ça porte malchance. Dans Game of Thrones, ils en prennent un avec eux et ils coulent. Ah bah voilà. Alors c'est dommage parce qu'en vrai c'est une superstition, ça n'est pas vraiment réel, donc il ne faut pas aller dans ce sens-là. Mais écoute, moi on se fait engueuler dans ma famille quand on allume des cigarettes avec des bougies. À chaque fois mon père, c'est un marin qui meurt. Bah oui, tu sais d'où ça vient? Absolument pas. C'est juste que je me fais engueuler. Alors, j'ai arrêté de fumer, mais je vais vous expliquer car je suis le savoir incarné. En fait, à l'époque, les marques d'allumettes reversaient un pourcentage aux familles des marins. Et donc du coup, si tu n'utilisais pas d'allumettes pour allumer ta cigarette, tu ne donnais pas cet argent et donc du coup tu tuais un marin. Voilà, c'est juste ça. D'autres questions sur les superstitions, je suis là si vous voulez. Non, mais je suis sûr que tu vas être une 13 bible avec tes trucs d'enquête là, tu dois avoir des trucs croustillants. Oui, mais oui. Non, c'est surtout que j'ai fait je suis née un 13 et un jour mon anniversaire Moi aussi, je suis née un 13. Un jour mon anniversaire est tombé un vendredi, donc j'ai fait une soirée déguisée superstition. Et du coup, j'ai dû apprendre plein de choses sur les superstitions. C'était très rigolo. Ok, bon. Mais sachez que les lapins sont tout à fait autorisés, notamment sur les ferries pour aller vers la Corse ou des choses comme ça. Donc ils ont vaincu cette superstition. Bravo aux petits lapins. Et puis pour finir, on va parler espace. Parce qu'il y a plein d'animaux qui ont voyagé dans l'espace. C'est vrai, le premier être vivant, c'était Laïka. Exactement. Et on parle toujours de Laïka, cette chienne russe qui a effectivement fait le premier voyage dans l'espace. Mais on parle jamais de Félicette. Est-ce que vous connaissez Félicette? Non. Voilà. Réhabilitons Félicette. Félicette le chat, qui est le premier animal français à avoir fait un aller-retour dans l'espace, parce que Laïka, on en parle, mais elle n'est pas revenue vivante. Félicette, elle est revenue vivante. Non, c'est pas vrai. Ah, si, elle est morte dans l'espace, Laïka. Non. Si, il y a eu un problème de gestion de la température dans la capsule, et donc elle est morte là-haut. Et Félicette, elle a fait un aller-retour. Alors au retour, ils l'ont euthanasiée et disséquée. C'est un peu moins... C'est propre, hein. T'imagines, c'est bravo, vous avez réussi. C'est à ce jour le seul chat à avoir survécu à un vol spatial. Donc, fierté française. Pour la petite anecdote, on raconte que ça devait être un chat mâle qui devait partir, mais il s'est enfui. Et c'est Félicette, la courageuse petite chatte, qui est arrivée et qui a fait un vol de 13 minutes dans l'espace. Ouais. Sachez qu'en 2019, une statue de bronze à son effigie a été érigée à l'International Space University de Strasbourg, à côté d'une statue de Yuri Gagarin. Donc bravo à Félicette. Et j'aimerais la réhabiliter. Et en plus, vu que son nom ressemble à mon chat, je l'aime beaucoup. Je vous ai dit au début de la chronique qu'il fallait séparer les animaux qu'on peut transporter et les animaux qui transportent. Et tout vient justement de ce cheval dont je vous parlais au tout début. Le cheval, à la base, ça servait à transporter les gens, alors soit sur leur dos, soit en tirant des choses qui transportaient les humains. Ça se fait un peu moins, mais vous savez mon amour de l'écologie et de la haine des voitures, des véhicules à moteur thermique. Je me suis dit, réhabilitons le cheval. Dit-elle l'ancien. Oui, c'est différent pour ma voiture. C'est différent, c'est toujours différent pour nos voitures. Toujours. Non. Mais je vous en ai parlé, je crois, lors de nos grandes discussions. Mais pourquoi pas réhabiliter le cheval en ville, après tout? Ce serait tellement... Ça serait bien. Ça serait classe. Et je me suis dit, mais attendez, est-ce que c'est autorisé? Et donc, je suis allée vérifier. Et le cheval est considéré comme un moyen de transport non immatriculé qui a tout à fait le droit d'aller sur la route. À Vincennes, tu peux croiser régulièrement la garde républicaine. Non, je te parle pas de la garde républicaine. C'est demain, si j'ai envie de prendre un cheval, est-ce que je peux aller au boulot à cheval? Eux, ils se baladent, ils font leurs entraînements et tout. Oui, mais c'est dans le cadre, tu vois, d'un truc un peu spécifique. Moi, vraiment, je me suis dit, en citoyenne. Franchement, moi, j'ai toujours rêvé un truc, c'est tu vas à un drive n'importe lequel, tu vas au Domac, tu vois, avec ton cheval, tu dis Howdy cowboy, je voudrais un Big Mac, s'il vous plaît. Franchement, au drive, ce serait énorme. Sache que c'est tout à fait possible. Dans la loi française, le transport des bestiaux est interdit en ville, c'est-à-dire quand tu tires ta vache ou ton cheval par la main. Par contre, l'animal monté est autorisé. Donc, par contre, il est autorisé, mais il faut que tu respectes le code de la route. Il faut que tu aies plus de 14 ans.
Il faut que tu sois que au pas ou au trot. En fait. Ouais, tu n'as pas le droit d'être sur le trottoir, donc tu es obligé d'être sur la route, tu dois bien être sur la droite et ne pas gêner la circulation. Et sachez que c'est interdit d'avoir son portable à la main, à cheval, comme dans le code de la route. Je suis allée sur des forums de gens justement qui se posaient la question de s'ils pouvaient, s'ils faisaient des balades. Peux rouler bourré à cheval? Non. Est-ce que... Non, et si justement tu commets une infraction à cheval, tu peux perdre des points de ton permis. Mais alors que tu vois, c'est quand même... Ça, c'est vrai. Non, mais c'est le premier véhicule autonome, le cheval. Bah non. Parce que Ouais. littéralement, il connaît le chemin pour C'est aller à la vrai. maison, quoi. Tu peux être pété rond, C'est vrai. il te ramène à l'étable, c'est énorme. Tu sais, genre, franchement, moi, faut réhabiliter ça, tu vois. Ça coûtera moins cher que les véhicules Voilà, donc électriques. j'ai convaincu Victor, on réhabilite le Ah là cheval. là, j'ai une peur bleue des chevaux, donc il va falloir que Ah ouais ouais. Mais c'est lent. À Paris, la vitesse moyenne de tout véhicule est de 16 km/h. Hein, donc, Ouais, mais là, à 30 km/h, je peux te dire que t'imagines, j'ai acheté une Mustang. Une voiture, non, un cheval. Tu vois, Bah et ouais. t'arrives en Mustang au boulot, et c'est un Mustang noir, et tu dis, et je suis à plus de 30 km/h. c'est trop bien. La classe. Du coup, je suis allée sur des forums de gens qui se posaient les questions. Parce que ça paraît débile comme idée de traverser la ville à cheval, mais il y a vraiment des gens qui voyagent à cheval, qui font des randonnées à cheval et qui doivent traverser des villes. Donc c'est ouais. vraiment des forums qui existent. Oui. Et justement, une jeune fille se disait, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai le droit de monter sur le trottoir ou pas? Tu n'as pas le droit de prendre l'autoroute, par exemple, à cheval. C'est vrai, intéressant. ça paraît pas évident. Et surtout, la grosse question du forum, c'était qu'est-ce que je fais en cas de crottin? Parce que du coup, tu es en ville comme avec ton chien, Ouais. tu dois ramasser. Et ben, tu dois ramasser ton crottin également. Donc, il y a quelqu'un qui donnait son astuce, qu'il avait toujours une pelle dans un sac pour ramasser le crottin, qu'il fallait trouver une poubelle Ça, pour le ces mettre. messieurs et et que c'était mesdames de la compliqué, garde quoi. républicaine, eux, ils s'en gardent pas avec ça. C'est Hein. vrai. C'est vrai qu'il laisse ça. Les sagouins. Mais est-ce que tu imagines un gars de la garde républicaine sortir de son cheval, hein, descendre de son cheval pour ramasser son Non. crottin? Par contre, Ce serait c'est chouette, un cela argument d'autorité incroyable. Genre, parce que j'étais, anecdote perso, j'étais derrière des gendarmes montés rue de Rivoli, donc qui étaient sur la piste cyclable. Et il y a deux Alors, ils n'ont voitures pas le qui droit, sont, techniquement. il y a deux voitures qui se sont engagées à contresens sur la piste cyclable de rue de Rivoli, si tu veux. Le mec, il s'est mis en travers de la route avec son cheval, mais genre en plus, genre il était 2 mètres au garrot, tu vois. Ouais. Genre le cheval qui était immense. Et le mec, vraiment, il s'est mis en travers, il fait bonjour. Et là, tu fais genre, ok, je m'arrête. La personne qui était dans sa voiture s'est fait toute petite. Genre, tu vois le truc, genre, les chevals énormes comme ça. Et je me dis, on aurait de la police montée partout plutôt qu'en scooter. Tu vois, genre, avec Mais ce serait génial. ça serait, tu sais, tu leur files un petit chapeau bleu, blanc, rouge de cow-boy, tu sais, avec un pétard vraiment à l'ancienne. Et puis, ça ferait des belles courses-poursuites. Ouais. Ouais, mais je vous vois enjailler. Enfin, moi qui ai grandi au milieu des chevaux, qui a un haras qui est littéralement à 200 mètres derrière chez moi à la campagne. C'est pas fou. Mes meilleurs amis, ont élevé des chevaux toute leur vie. Ah, j'aurais été Donc, allée dire, mes j'ai- meilleurs amis, ce sont des chevaux. J'ai grandi avec les chevaux et d'ailleurs ils continuent de faire des balades à cheval dans tout l'Aube. C'est super à la campagne, mais en ville ça fait énormément de bruit sur le trottoir. Un cheval, c'est vraiment très Attends, très bruyant. comparer un Ça- scout et du cheval, Ah je non, préfère du franchement, cheval. moi, Ça non, fait non, t'imagines énormément un de bruit, un dimanche cheval. matin, t'as les bruits des sabots, moi je pète les plombs. Non, moi je suis trop Non, heureuse. ça hein. fait beaucoup de bruit, je t'assure, ça fait vraiment beaucoup Mais de je bruit. sais, j'entends la garde monter souvent. Je trouve ça trop Ça agréable. chie partout et la garde républicaine ne ramasse pas son crottin. Ouais. Et ça urine aussi sans crier gare, j'ai envie de dire. Et en plus, un Tu t'es cheval. fait alors, uriner dessus par un cheval, on tout le sent. oui, par des chevaux, par des vaches. Je me suis fait uriner dessus par tout un tas d'animaux durant la traite et l'entretien des box. Mais enfin, c'est la vie, j'ai envie de dire. C'est moins le glam que ce que Les l'on gens sont pense. fantasmés. Ouais, c'est pas une question de glam, c'est que je trouve ça. Bah, après, c'est- Moi, c'est le bruit surtout. Un cheval, ça fait du bruit. Et en plus, un cheval, faut savoir que c'est extrêmement lourd. C'est vraiment un animal très dangereux pour Mais les c'est pour ça que j'ai peur, moi. C'est que c'est un truc, je me dis, tu vois, genre. est-ce que c'est pire qu'une voiture, non? non, c'est parce une que bonne question, ça. ça voit moins. Alors, Soon, dans 10 ans, ta chronique, les chevaux en ville, ça met en danger nos enfants, je peux pas rouler à vélo tranquille. C'est vrai. Non, mais en plus, je vous en avais parlé sur le transport des enfants à l'école, ils font ça de plus en plus. À Alors, cheval pas à cheval, mais enfin, pas en calèche, mais en espèce de. Enfin, ça s'appelle pas une calèche, mais.
Un espèce de truc où tu peux transporter 20 personnes. Quand ils sont attelés et qu'il y a un conducteur, super, génial. Oui, puis surtout, le cheval est plus fait pour tirer que pour porter sur son dos, quoi. Je crois que les défenseurs des animaux disent que globalement, c'est mieux. Ouais. Et justement, je me suis penchée sur les animaux montés parce qu'il n'y a pas que le cheval dans la vie. Alors, je vais pas faire toutes les déclinaisons de cheval, âne, mule et tout à fait, et tout le team. Mais je me suis dit, est-ce que tu as le droit de monter des vaches ? Je dévie un peu, mais... Oui, pourquoi pas. Alors, pas vraiment. C'est un peu compliqué. Enfin, oui, t'as le droit techniquement, mais c'est pas vraiment conseillé. D'une manière générale, j'ai... Il y a des rodéos, hein, tu sais. Oui, non, mais en termes de monter avec une selle et faire une balade et tout. Ah, d'accord. C'est pas très pratique du tout, hein, tu sais. En fait... En gros, ils te disent que c'est comme le cheval, en fait. C'est pas, tu vois, c'est pas vraiment fait pour à la base. Et par contre, mais un cheval, ça se dresse. Mais une vache aussi. Crois-moi que bonne chance. Mais t'imagines l'absurdité de la situation, quoi. T'es en ville comme ça et tout, et tu croises un mec ou une femme qui monte une vache, qui se déplace avec. Oui, mais regarde, franchement, je pense que tu croises une voiture de police, les mecs bug. Mais non, mais dans les pays asiatiques, ils montent les buffles. Tu te déplaces souvent. J'en ai aucune idée, je n'ai pas de... Mais cela dit... le buffle, c'est pas une vache, déjà. Et ensuite... c'est un bovin, tu vas pas jouer sur... Oui, mais la girafe aussi, c'est un bovin, tu vois. Donc... J'espère que tu vas monter une girafe. J'espère que vous amusez sur ce commit de rentrée. Il y a quand même plus de choses en commun entre le buffle et la vache qu'entre la vache et la girafe, quand même. C'est des bovins, donc... Mais non, mais en termes de gueule. Enfin, c'est la même chose. Tout ça pour vous dire que sachez qu'en Normandie notamment, tu peux faire des balades à dos de vache, mais pour les enfants de 1 à 13 ans. Donc je suis un peu dégoûtée. Alors c'est où parce que j'y vais dans 2 semaines et je t'enverrai le lien. Très bien. Et je m'étais renseignée d'ailleurs sur est-ce que tu peux monter des zèbres. Et en fait, c'est hyper compliqué. Ils ont essayé. Et le zèbre, en fait, réfléchit en termes de meute. Contrairement au cheval. Tu peux pas le dresser. Et tu peux pas. Du coup, il a des réactions trop dangereuses pour être monté, donc c'est un peu compliqué de monter des zèbres. Donc c'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Dernière petite anecdote. En parlant de cheval en ville, je sais pas si vous vous souvenez de Gamar Camara. Vous avez certainement entendu parler de ce gars. C'était le cavalier du 93 qui a débarqué un jour à Montreuil avec son cheval. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Qui est un jeune homme noir. C'est à noter parce que ça avait fait un peu beaucoup parler de voir un petit gars de banlieue, puisqu'il venait de banlieue, qui sortait de prison en plus, mais c'est anecdotique, et qui avait décidé un jour d'acheter un cheval et de se balader avec. Il y a eu des magnifiques photos de lui et je vous conseille de suivre son histoire. Malheureusement, l'anecdote se finit un peu mal puisque le cheval a été confisqué pour suspicion de mauvais traitement. Donc il a été retiré à son propriétaire et il vit de très beaux jours dans la banlieue de Saint-Étienne, dans un pré. Donc voilà. Gamar Camara, ça m'a surtout fait penser au fait que Lil Nas X n'avait rien inventé dans son clip Old Town Road, je ne sais pas si vous connaissez, oui. Où il arrive du coup à cheval et où en fait c'est vraiment ce gars de Montreuil, et donc je me dis peut-être qu'il a regardé. Ouais, je pense que c'est peut-être ça, quoi. Tout ça pour vous dire que cette chronique est dédiée à ma petite Popo, ma petite Popiette, et à tous les chats et chiens et petits hamsters, oiseaux et amis de compagnie et vaches et girafes pour Ken. Racontez-nous vos modes de transport. Moi, personnellement, ma petite Popiette, j'ai un sac en bandoulière et je la prends à vélo régulièrement. C'est donc vrai. Elle a du vent dans le poil, dans le museau. Et donc, c'est un vrai petit plaisir et les gens me regardent toujours bizarrement. Il y a aussi beaucoup de... J'ai pas encore testé le sac à dos transparent façon petite fusée. Je sais pas si t'as testé ça. J'ai pas testé, mais ma femme me fait un pressing depuis des années pour qu'on prenne ça. Je leur dis, mais ils sont trop grands nos chats, jamais ils rentrent dans ce sac. Pas, toi. T'as 10 kilos sur le dos, déplace-toi avec 10 kilos sur le dos, c'est pas agréable. Mais tu sais quoi, tu rendrais tous les gens derrière toi très heureux. Moi j'ai croisé plusieurs fois sur mon trajet, dans un ancien trajet de boulot, un type qui était une grosse marmule, une marmulasse en Harley Davidson, et il avait un tout petit bulldog dans un petit sac qui était posé sur son réservoir. Et le bulldog avait les lunettes de soleil, tu sais, le masque de pilote, quoi, et un petit bonnet. Et j'étais là en mode, c'est trop classe. Et vraiment, c'est le rayon de soleil, tu vois, non. Mais moi, je suis convaincu, c'est mon bonheur. Là, j'ai fait le tour d'Asnières en vélo cargo avec mes 2 chats, donc respectivement l'un Oda le Maine Coon et l'autre Navi la Ragdoll. Et
Ouais, les gens auditeurs, un Maine Coon, c'est un lion. Hein. Ouais, c'est énorme. Ah bah, un ragdoll, c'est énorme aussi. Hein. En vrai, il y a qu'un kilo de différence entre les deux. C'est les deux plus grands chats du monde en termes de race. Et les réactions sont très différentes quand les personnes croisaient Oda du coup dans le vélo cargo. Généralement, ça se retournait. Tu fais, oh, t'as vu la taille de ce chat comme ça. Et quand Navi, qui est pas plus petite ici, était dans le vélo cargo devant, on se fait, oh, regarde le chat comme il est mignon. Il y en a une, elle a le droit au mignon. L'autre a dit, oh, regarde, il est énorme. C'est ça. Je balade mon tigre dans le 9-3. Bah ouais, franchement, c'est à peu près ça. Bon, il s'est chié dessus dans le vélo cargo, mais ça, j'en parlerai pas ici même. Moi, c'est toujours très difficile et très stressant, tu vois, pour les animaux qui sont pas habitués de se déplacer dans ce genre de truc-là. C'est sûr. Et même si Oda me semblait kiffer son trajet, et c'était pas les en vérité, il avait vécu un moment de stress. Donc je sais pas si j'ai réitéré, alors que moi ça me procure du bonheur de promener mes chats. Mais justement, en parlant de paupiètes, je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas parce que c'est pas bien, mais moi je l'ai toujours habituée à voyager en transport, et quand je la prenais en train, je la sortais de son panier et elle était juste sur mes genoux à regarder les voyages, à regarder les fenêtres, et je la prends aussi beaucoup dans ma voiture. Elle aime pas trop son panier, donc du coup je la sors et elle se balade partout. Alors c'est pas du tout safe, mais en fait je le fais en général quand on est deux, et elle se met parfois sur la plage arrière, donc c'est un plaisir pour tous les gens qui me suivent. Tous sur la plage arrière. Et sur la plage avant. Et donc parfois je suis obligée de la pousser car je ne vois plus la route. Donc ça ne se dit pas. J'ai vu des vidéos de gens qui se baladaient en van, une espèce de camping-car. Le chat, il avait son petit panier sur la plage avant, et il regardait tout le paysage passer. Je trouvais ça trop. Mais oui, ils adorent ça. Quand ils sont habitués et que c'est pas du stress, c'est trop bien, quoi. Et tout ça pour vous. Dans mes recommandations, moi j'en avais 3 spécifiquement de comptes Instagram parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc celui dont je vous ai parlé avec le rugbyman. Et alors les deux autres. Rappelle le nom. One Bike, One World. Et les deux autres, c'est très marrant parce qu'ils ont le nom des chiens, parce que c'est des chats et des chiens qui voyagent ensemble. Et en fait, les chats ont pris ils sont les stars des comptes Instagram du chien, tellement ils sont drôles. Il y a Henry the Colorado Dog, où c'est un chien et son chat Balou qui se balade en van partout dans le Colorado. C'est absolument magnifique. Et un autre qui s'appelle Lilo the Husky, qui parle à la base d'un husky, et en fait il est pote avec Rosie le chat qui louche, et ils partent en randonnée tout le temps tous les deux, et c'est Rosie la star du compte, et je les aime tellement. Donc je vous conseille de nous donner vos propres recommandations parce que je suis vraiment très friande de ce genre de compte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui racontent leur voyage autour du monde avec des chiens recueillis ou des chats recueillis comme la petite Nala, donc j'adore ça. Donc balancez vos recos, quoi. Let's go. Merci beaucoup Chloé, formidable chronique, hein, ça nous concerne tous, les animaux et les transports. Quand je pense à quel point j'ai de la difficulté, je trouve que t'es bien heureuse avec un chat qui t'offre, on va dire, peut-être un peu moins de soucis. Ouais, j'ai tiré le gros lot. Peut-être que j'ai mal fait les choses après, hein. Je suis peut-être un mauvais père, je les ai mal appris au fur et à mesure du temps. Je ne sais pas, mais bon. Toujours pas d'animaux de compagnie, Victor ? Non, moi je refuse d'avoir un chat tant qu'ils peuvent pas sortir de l'appart. Ah bon ? C'est une. C'est quoi Parce ça ? qu'un chat, ça doit être d'or. Mais pas du tout. Mais pas du tout. En plus, tous les vétos te le disent que non. Mais là, pas du tout. Ouais. D'ailleurs, moi, mes chats dehors, ils sont en PLS. Écoutez, faites ce que vous voulez. Moi, je dis que non, et tu sais pourquoi il faut pas les mettre dehors ? Parce qu'ils niquent la diversité. La diversité parisienne. Mais tu voudrais les mettre dehors où à Paris ? Qu'ils puissent sortir, genre qu'ils puissent faire les chats de gouttière. Et tu les emmènes en transport sur ton vélo. Non, sachez-le, vraiment, n'ayons pas une chronique sur les animaux, mais moi j'engueule mon père qui avait un chat à la campagne, où ça détruit toute la diversité de la campagne. Pour sortir. Faut leur mettre des grelots parce que ça bouffe les trucs pour jouer. Ils ont pas besoin de nourriture et ils bouffent les animaux pour jouer. Ah oui, non, faut leur foutre des trucs pour qu'ils se fassent envoler les oiseaux, ça, y a pas de souci. Pour moi, un chat, il doit pouvoir faire sa vie. C'est d'ailleurs le principal intérêt pour moi. Ça veut dire que nos chats ne font pas leur vie dans nos appartements, Ken. Ouais, ils font une drôle de vie. Et d'ailleurs, tu sais, moi j'ai installé une cage à balcon pour pouvoir les faire aller à l'extérieur en toute sécurité. Ouais, moi elle va sur la terrasse, elle est bien. J'ai pas de terrasse, donc j'ai pas de terrasse, pas de balcon. Oh là là, il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de balcon, il n'y a plus d'espoir. Mais il y a une fin de chronique. J'aurai un Doberman quand j'habiterai. Ouais, voilà, j'étais sûr que tu allais répondre à un truc comme ça, toi. Il te faut un truc vénère qui puisse correspondre, qui peut correspondre au watt que tu mets dans la pédale. On va passer à la première news.
Et ce jingle de gare ira très très bien puisqu'on va parler, je sais pas si c'est une initiative, mais en tout cas d'ouverture d'un poste à bento dans une gare française. Et oui, ce serait une news très courte. Alors c'est quoi les bento déjà? Tu peux nous expliquer? Bah non, toi vas-y, parce que t'es gros weeb là, je le vois, il sourit jusqu'aux oreilles. C'est des petites lunchbox japonaises. Exactement, voilà. C'est des petites boîtes à manger japonaises, oui. Qu'on peut déguster dans le train. Je sais qu'au Japon c'est une vraie culture, la lunchbox de gare, il y a tout un truc où tu peux vraiment manger plein de trucs. J'ai très envie d'aller au Japon pour ça. Et donc il y a une marque de lunchbox de la préfecture d'Akita qui va ouvrir Gare du Nord, voilà. Gare du Nord. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc c'est Paris. Non, Gare de Lyon, pardon. Gare de Lyon, okay. Et ça ouvre en novembre. Je suis à côté, je suis trop contente. Voilà, bah moi aussi. Et j'irai. Je pense que je vais prendre le train juste pour ça. Prendre le train juste pour ça. Non, je vais aller tester. Je pense qu'il y aura, comme pour l'ouverture du Burger King à Saint-Lazare, il va y avoir 3h30 de queue. Ça va être l'enfer, mais j'ai très envie de tester. Je trouve ça très cool dans l'idée. Si je veux aller à Annecy, c'est bien Gare de Lyon que je dois prendre. Ouais. Oui. Tu veux y aller, ouais. Non, mais ça mériterait plus largement de parler de souvenirs de nourriture de train, tu vois. Genre, est-ce que t'as le prix du bento? Pas du tout. Parce que la nourriture de gare, pour moi, c'est de la nourriture de luxe. Oui, c'est vrai. Non, mais moi j'ai des souvenirs, tu vois, qui sont vachement imprimés, tu vois. Genre, quand j'étais gamin, je prenais beaucoup le train pour traverser de la Normandie jusque dans l'est de la France. Et c'est une époque où il y avait encore... C'est des petits traîneaux, slash trucs à roulettes là, qui vendaient des trucs à manger, à boire dans les trains corail, tu vois. T'étais Harry Potter ou quoi? Un peu, ouais. Et moi, c'était le goût du lait concentré, tu sais, genre t'avais la petite. Les petits trucs de lait concentré qu'on mettait. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà acheté à manger dans les voitures-bars du TGV? Oui. Pas des chips, hein, genre les repas chauds. Ouais. Et en ce moment, c'est donc vachement t'es riche, quoi. Non. Parce que en ce moment ça m'est déjà arrivé. Non, mais là ils ont des menus. Cet été c'était Pierre Sang qui avait fait des bim bim bap. Allez, allons-y, tu vois, genre c'est des chefs. Et t'avais genre un truc tu mangeais pour 10 balles, ce qui est le prix de manger quand t'es en voyage, quoi. Tu sais ce que coûte son bim bim bap, même si tu l'achètes pas dans la... Donc t'en avais pour 10 ou 13 balles et j'avoue que moi c'est toujours ma petite... Mais mon petit rituel, moi, c'est acheter Canard PC et manger un truc dans le train. Voilà. Moi, j'ai jamais fait ça. Ah ouais? Jamais acheté de nourriture chaude dans le train. Alors que tu devrais tester, genre, parce qu'en plus, ils ont des bières non, mais des bières de brasserie un peu locales, si tu veux. Enfin, je dis local, ça veut rien dire, parce que tu prends le train. Local qui bouge, quoi. Des bières artisanales. Et franchement, tu te prends une petit truc de saucisson avec une bière artisanale et un plat chaud. Je recommande chaudement. En revanche, j'ai déjà eu le petit pack quand tu es arrêté sur des voies pendant trop longtemps. Oui, alors ça, c'est pas fou. Hein. Je ne recommande pas. Non, ça c'est pas recommandé. Ça. Fou. La salade lyophilisée qui est fait pour pas périmer, ouais, non, ça c'est pas dingue. Horrible. Moi j'aime bien leur wagon bar où tu peux te redétendre, discuter un peu. J'ai eu des et manger face au paysage qui passe, c'est pas mal. Hein. Et manger face au paysage qui passe. Franchement, j'ai eu des discussions infinies dans des retours de convention dans ce wagon de train. J'en garde des excellents souvenirs. Cet espace un peu, hors du temps. Hors du temps, c'est ça. T'as pas vraiment de place. Tu peux discuter un peu avec tout le monde, découvrir des gens. En mangeant certes un sandwich trop cher et un Lipton Ice Tea à 3,50€. Des sandwichs trop chers et pas bons, et maintenant c'est juste des sandwichs trop chers. Donc ça va. Ça va. Écoute, les choses vont s'améliorant. Espérons que l'initiative du Bento Gare de Lyon soit reproduite. Je vous conseille, en tout cas si vous avez l'occasion de transiter par la gare de Lyon, de tester vous aussi ce genre ouverture en novembre. Ekiben. Très très bon ouverture en novembre. On va passer à la deuxième chronique et je vais y aller si ça ne vous dérange pas pour vous parler du voyage en électrique.
tout à fait à propos ce jingle là. Franchement, à chaque fois on retombe sur nos pattes. T'as vu ça un peu? Il a tout prévu, Quentin, c'est vraiment le meilleur. Alors vas-y, raconte-nous tout. 1000 km en électrique, ça paraît inconcevable, en tout cas. Mais alors 1000 km électriques en une charge, en une journée. Je vais tout vous dire. En une vacance, on va dire. Voilà. D'accord. J'ai eu l'idée folle, non pas d'inventer l'école, mais de me dire que pendant les vacances que j'ai passées, formidables vacances, je ne consommerai pas une seule goutte d'essence. Et ce, pour quoi que ce soit de mes déplacements, c'est-à-dire aller chez les beaux-parents, aller dans ma famille, faire un voyage complet, un road trip complet, je ne voulais pas consommer une seule goutte d'essence. J'ai donc utilisé uniquement des transports sans essence et je me suis dit, allez, c'est parti, on va essayer un tout petit peu de tenter le pas. C'est quelque chose que j'aurais pas tenté encore il y a 2 ans, je pense, parce que l'autonomie des voitures électriques, c'est pas ça, mais ça a beaucoup changé. D'ailleurs, petit quiz ici. Qu'est-ce qu'on gagne ? Eh bien, vous gagnez mon respect éternel devant l'ensemble des auditeurs ici et Quentin. Aujourd'hui, quelle est la voiture électrique avec la plus grande autonomie et de combien est-elle ? Mais moi, je suis nulle en voiture électrique, je connais que la Zoé. Victor. La Tesla. Tesla, c'est une marque. Ouais, moi je dirais une Tesla, une Model S, les P100, là je pense que ça doit être les P100 long range, ça doit être 500 miles, donc 750 km. C'est en effet la Tesla Model S, et la long range Tesla Model S a été détrônée il n'y a pas très longtemps par la Model S Plaid. Avez-vous peut-être entendu parler? Ce modèle absolument déraisonnable promet une autonomie de 837 km. Et elle tient chaud. Là, j'allais dire ça, tu m'as piqué ma blague. Et oui, et le Plaid évidemment tient chaud. Deg. Référence Plaid, c'était une référence, je crois, à Geek, je sais pas quoi. De toute façon, il a des références claquées. Voilà, c'est ça, un mode Plaid dans une parodie de Star Trek, je crois. Mais elle fait hyper vieillotte. Tu trouves? Ah ouais, je trouve qu'elle fait années 80. Sa grande particularité, c'est de changer le volant et de supprimer le volant circulaire par un volant type Formule 1. Je sais pas comment on appelle. Qui n'est pas disponible en Europe parce que c'est une idée de merde. Qui est disponible en Europe aussi. Et je croyais qu'en France ça avait été interdit. Eh bien, si on l'a dit dans Commute, on s'est trompé. Je me suis bien renseigné. Tout était bien autorisé aussi en France. Comment tu fais ton créneau avec un truc comme ça? T'en chies de ouf. Genre même j'ai regardé parce qu'ils ont fait un lap du Nürburgring là. Même le pilote qui fait le tour de Nürburgring, il en chie avec le truc et il aurait été mieux avec un vrai volant. Mais en vrai, oui, il aurait été mieux avec un volant. Mais le défaut, c'est pas vraiment le volant. Parce que le défaut, c'est qu'en fait, il a remplacé les boutons physiques par des boutons tactiles sur le volant. Or, sur un volant comme ceci, un volant en arceau, lorsque vous voulez faire des grandes manœuvres, vous avez souvent à passer votre main à plat sur le volant. Et vous allez déclencher vos clignotants, vos trucs. Globalement, c'est la principale critique qui est faite à cette voiture. De toute façon, Musk veut retirer le volant dans quasiment tous ses véhicules. Donc, c'est juste un modèle transitoire. Ensuite, on a la Mercedes EQS, formidable Mercedes EQS, un écran gigantesque. C'est que des voitures raisonnables, accessibles au peuple, des trucs qui font 14 milliards de chevaux, 300 000 euros. Mais tu vas voir que je vais très vite arriver à quelque chose de très raisonnable. Donc Mercedes EQS, 770 km, donc commence à arriver à des choses très très bien. Et ensuite, de pas loin, et pour moins 60 000 euros, il y a la Tesla Model 3, un CX excellent et bien une consommation très très basse. On est sur du 614 km. C'est quand même incroyable parce que tout autant que je critique Tesla et je me moque d'eux, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'ils font des voitures, quelque chose comme ça, une dizaine d'années, ils ont toujours pas été rattrapés, à part par des modèles extrêmement pointus et la moindre caisse qui est dans les mêmes prix, ils tutoient même pas leur autonomie
Enfin, ils ont 5 ans d'avance sur tout le reste du marché, quoi. Alors, ils ont 5 ans d'avance, mais ça n'est quand même pas la voiture qui consomme le moins. J'ai pensé à toi aussi, Chloé, et je me suis dit, quelle est la voiture électrique qui a la meilleure consommation électrique du marché? Celle qui consomme le moins en, on va dire, utilisation. Voiture Oui, une voiture. Voiture, parce que là, avant, voiture, c'était tu quoi? vas sur l'autoroute. Twizy? Avant, c'était l'autonomie? Ouais. Avant, c'était l'autonomie. Là, maintenant, je te parle en termes de consommation d'essence. Tu vois, la Model 3... La Ami, on va dire, c'est pas vraiment une voiture sur laquelle tu peux aller sur l'autoroute. Oui, c'est vrai. Comme le cheval. Alors, je donne ma langue gauche. Ça se bat entre deux. La première, c'est la Skoda Citigo i-Vie, qui a une autonomie de 260 km. Alors, ça n'est pas beaucoup, mais son moteur est tout petit. Sa capacité de batterie est vraiment ridicule, ce qui fait d'elle la voiture la plus économe au monde. Elle est pas très chère en plus. Et elle est verte pomme. Et juste derrière, j'en ai déjà parlé dans Commute, elle est toujours indétrônée. Elle ressemble beaucoup à ta C1. Ouais, de ouf. Et elle est toujours indétrônée, c'est la Fiat 500E. Fiat 500E. 320 km d'autonomie pour une batterie qui est toute petite, puisque je crois que c'est 42 kWh de capacité. Mais alors tu vois, ça c'est un truc que je me posais la question, parce que Tesla aujourd'hui, même leur petit modèle, c'est 500 chevaux. 500 chevaux pour le commun des mortels, c'est n'importe quoi. Donc à part l'effet waouh et l'effet j'ai un énorme kiki, j'accélère très vite au péage, je n'imagine même pas ce que ça pourrait donner, genre des trucs raisonnables type 100-150 chevaux, parce que je vois, enfin même Volkswagen, tu vois, sur leur ID3 ça fait plus de 200 chevaux leur truc. Donc mettez des plus petits moteurs, je sais pas. Si l'autonomie c'est un enjeu, mettez des petits trucs. Alors il y a le moteur évidemment qui joue son rôle, mais il y a aussi le taux de pénétration dans l'air, le poids du véhicule et surtout la capacité à refroidir les batteries. C'est là où Tesla est très fort, et c'est pour ça que l'autonomie de leur véhicule est souvent extrêmement long. Et bon, si on reprend ensuite le classement des très très bonnes voitures, des très très bons élèves, il y a la Volkswagen ID3 qui est super bien classée. La Volkswagen ID3 fait quand même 542 km d'autonomie. C'est énorme. Beaucoup, ça commence à être vraiment beaucoup. C'est fini de se dire une voiture électrique, et la ID3, je te parle de la ID3 là. Donc, je te parle pas d'une voiture à 120 000 euros, tu vois. Je parle de la ID3, elle coûte 50 000 balles dans la finition max plus pour avoir les grosses batteries. Giga. Je suis parti en vacances avec un copain qui en a une ID3, et on a fait le retour, une partie du trajet ensemble, et je pense qu'entre sa voiture et la mienne on avait la même autonomie. Il aurait fallu qu'on s'arrête au même moment pour moi mettre de l'essence, lui recharger, et globalement on l'a vu recharger en 20 minutes, il a pris 80% de batterie, on a fait OK. Genre ça y est, c'est bon, on a des voitures aujourd'hui qui sont aussi bien que. Mais pardon, je me fais l'avocat du diable, parce qu'il me semble qu'on en a déjà discuté, mais à part pour tes vacances de 1000 km, quel est l'intérêt pour une utilisation de tous les jours? Je vous renvoie à ma chronique. De quoi? De valoriser l'autonomie d'une voiture électrique de 500 km. C'est juste pour bien entendu, mais je vais vous expliquer mon cheminement de pensée. Donc là, pour le coup, je partais en vacances. Alors juste, je précise, si vous tombez sur ce podcast, je ne possède pas de voiture. J'ai revendu ma voiture il y a 3 à 4 ans. Je vis sans voiture. Oui, je suis en région parisienne. Et à chaque fois que j'ai besoin d'une voiture, je la loue. Voilà, ce qui me permet de changer de voiture quasiment tout le temps à la volée. Parmi ceux qui sont très compétitifs au niveau des voitures électriques, il y a les Coréens. Et sachez-le, les marques Hyundai et Kia sont parmi les plus compétitives aujourd'hui en termes de rapport kilomètres parcourus, prix du véhicule. Et aussi bien la Ioniq, qui est un véhicule qui commence déjà à dater, mais qui a des consommations ridiculement basses pour l'époque, que la Kona électrique, qui promet donc une autonomie de 450 km, et c'est cette Kona électrique que j'ai louée pour les vacances. Je veux absolument une voiture qui a plus de 400 km d'autonomie, parce que moi, la quasi-totalité de ma famille est à 200 km de chez moi. Donc je veux pouvoir faire l'aller-retour sans avoir à charger mon véhicule. C'est ça qui est important, en tout cas pour moi. Et au-dessus de 400 km, il commence à y avoir beaucoup de véhicules, on va dire, relativement abordable. Une Kona électrique,
on va dire, on commence à être sous les 40 000 euros. Tu déduis le bonus écologique de 6 000 euros. Ça commence à faire du 34 000, une voiture qui a 450 km d'autonomie. Une bonne puissance, un très bon niveau d'équipement, un très bon niveau de finition quand même. Tu parles prix, et vu que toi tu l'as loué, est-ce qu'il y a une différence de prix dans la location d'une voiture électrique ou pas ? En fait, oui, puisque la plupart du temps, lorsque vous louez une voiture électrique, la charge est offerte. Donc, lorsque vous louez une voiture électrique, vous n'avez pas besoin de la ramener avec le plein. Vous pouvez la ramener uniquement. Alors ça, c'est très fort. C'est luxueux. C'est très très fort. C'est très très fort et ça ne coûte guère plus cher qu'une voiture thermique de gamme équivalente. Donc par exemple, alors pour vous dire, en plein été, vraiment c'était la pleine bourre en plein été, j'ai loué ma voiture pour 2 semaines et demie, j'en ai eu pour 580 €. Voilà. C'est pas cher ? Avec combien de kilomètres ? Avec 1600 km, je crois, un truc comme ça, 2 semaines et demie, 200 km par jour. Bah ouais, donne-nous ton plan. Chez Virtuo, comme d'habitude. Et toute l'électricité était offerte. Alors après, l'électricité, ça coûte pas très très cher. Donc je vais chercher ma Kona électrique et je me décide donc de faire le trajet. Avec mes animaux d'ailleurs, en plus, à l'intérieur. C'est une voiture que je loue relativement souvent parce que tout simplement, c'est une voiture qui est très silencieuse, confortable, elle consomme peu. Généralement, en termes de consommation, je suis aux alentours en cycle mix à 13 kWh au 100 km. Les kWh, c'est à peu près les litres de consommation d'un véhicule électrique. Et je connais le trajet du coup jusqu'au Havre et ce trajet se passe très très bien. J'ajoute aussi que c'est un hatchback, donc j'ai pu accrocher un porte-vélo pour mettre mes vélos à l'arrière pour pouvoir me déplacer et emmener mes vélos en vacances. Ce qui est vraiment formidable avec les voitures électriques, et on l'oublie probablement tous ici, c'est qu'en fait une voiture électrique, ça se recharge sur une prise électrique. Et qu'une prise électrique, on en a tous. C'est pas sur généralement chez nous. C'est pas sur les gros trucs bizarres. Non, je peux la recharger sur une prise en combien de temps ? Alors, je vais en parler. Et la voiture a 400 km d'autonomie. Donc j'arrive généralement chez moi, j'ai 45% de batterie lorsque j'arrive chez mes beaux-parents, tu vois. 45% de batterie, je la branche juste la nuit, je vais dormir. Je dors pas beaucoup, 6 heures, je reviens, elle est à 90% la batterie quand je me réveille. Et je l'ai chargée sur une prise normale à 2 kWh. Mais je savais pas que c'était possible. Mais c'est-à-dire que tu dois avoir un adaptateur sur ton ampli. Et il est dans la voiture. Ah ouais, c'est trop bien. Il est dans la voiture. Et en vrai, votre temps de sommeil, le temps de non-utilisation d'un véhicule, c'est largement suffisant pour faire ça. Du coup, j'ai pris mon véhicule tout le temps pour aller faire des courses. J'ai emmené les beaux-parents, ils voulaient aller Ikea à Rouen, j'y suis allé et on a fait le retour. Et en fait, je me suis quasiment jamais retrouvé en dèche d'électricité. Et à un moment, je me dis, je vais faire les tests quand même sur les bornes de recharge rapide. Et je suis allé au Havre, chez mes grands-parents. Et c'est juste à côté du Havre, devant le port. Il y a des bornes de recharge électrique. Personne ici. Et c'est des bornes rapides. Super rapides. Il était tard, 1h du matin, j'amène la voiture et je me dis ça va recharger toute la nuit, puis de toute façon le lendemain matin je serai chargé. Enfin quelle bêtise, je sais même pas quelle bêtise, quelle naïveté est-ce que j'ai eu. J'ai branché la voiture a commencé à charger à 150 kW et elle m'affichait, écoute mon gars, dans 10 minutes c'est bon. Dans 10 minutes, c'est cuit. Dans 10 minutes, c'est bon, t'as 80%, casse-toi. Et tu fais comment pour avoir accès à ces super prises ? Tu dois payer un service ? Non, parce qu'en fait, comme je te dis, moi, l'électricité est offerte, donc j'ai une petite carte à l'intérieur, j'ai juste à biper, bip, et hop, je branche la voiture et ça fonctionne direct. Alors, franchement, le début du voyage, un paradis total. Enfin, tout. Je sens qu'il s'est passé un drame. Je suis allé qu'à 200 km remarque, j'ai testé les chargeurs, la globalité fonctionnait. Bon, avant ça, j'ai quand même essayé de piffer quelques chargeurs de centres commerciaux, des chargeurs du Auchan, des chargeurs d'Intermarché. Chargeurs de Auchan fonctionnaient pas. Il y avait une seule borne au Big Auchan de Montévilliers, une seule borne. D'ailleurs, là-bas, j'ai croisé quelqu'un en DS électrique qui venait de Bretagne, qui avait plus de batterie et qui sont arrivés devant un chargeur, tout simplement l'unique chargeur qui ne fonctionnait pas. Ils ont appelé le service après-vente devant moi en plus, je suis resté avec eux pour les aider un peu. Les mecs disent on sait pas, il faut appeler la compagnie machin, la compagnie répond pas quand tu l'appelles. Alors je leur dis si vous voulez, il y a un chargeur à Intermarché juste là-bas, j'y étais allé on va dire il y a quelques mois.
Et le lendemain matin, je suis allé à l'Intermarché, je me suis rendu compte qu'en fait la borne de recharge elle avait disparu. Donc je les ai envoyés littéralement en enfer. Au casse-pipe. Je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. S'ils écoutent ce podcast, d'ailleurs, je les salue, mais ça se trouve. Êtes-vous arrivé un jour? Êtes-vous arrivé un jour? Mais je pense que ce qu'ils ont fait, c'est la strate de la débrouille absolue, c'est qu'ils ont probablement demandé au resto auquel ils devaient aller une rallonge. Ouais. Voilà. Pour charger quelques pourcentages avant de repartir. Et c'est ça qui est fort. C'est schlag. À l'accueil du Auchan. Bonjour, votre borne elle est morte là. Est-ce que vous pourriez me filer la bobine là, 30 mètres là, s'il vous plaît? Je tire jusque sur le parking là. Allez, bisous. Au flunch. Putain, l'enfer. Ce qui fait qu'il faut toujours que t'aies une immense rallonge dans ton coffre au cas où, quoi. Ouais, ou enfin après tu peux demander aux gens, c'est des débrouilles. En fait, ce qu'il faut prendre conscience, et j'en ai vraiment pris conscience quand j'ai fait tout ce trajet en électrique, c'est qu'en fait il y a plus de stations-service de voitures électriques que de stations-service d'essence en fait, puisqu'une prise suffit. Oui. Une prise, c'est une station-service. Mais vraiment. Ouais, après si t'as des grosses batteries, une maison je pense, aussi, quoi. Mais même avec des grosses batteries, genre vous reprenez votre voiture. Combien de temps vous laissez dormir votre voiture? Une dizaine d'heures avant de la reprendre entre chaque journée. Vous rentrez le soir chez vous, il est 20h. Vous repartez les 9h à 8h du matin. Ça fait plus de 10 heures. Ouais, mais à 2 kWh, tu recharges 20 kW, c'est énorme. Je dirais pas énorme, mais 20 kW, ça te permet de faire 150 km. Oui, donc t'as largement le temps de trouver une autre superstation. Oui, c'est de la débrouille, oui. Mais alors attendez, j'ai une question, moi. Est-ce que c'est comme un portable? Est-ce que si tu l'utilises pas, elle se décharge? Non, c'est assez stable. Non. Mais par contre, comme un téléphone portable, si tu veux soigner la durée de vie de tes batteries, il vaut mieux charger lentement que charger vénère. Exactement. Parce que t'as des vitesses de chargement différentes pour les téléphones? Ah, ça, c'est plus vrai maintenant. Oui, pour les téléphones, ouais. T'as les chargeurs rapides. Je ne connaissais pas. Bah voilà. Ouais, t'as des chargeurs rapides qui chargent très vite, mais en fait, les batteries ont tendance à chauffer, gonfler, et en fait, tu as tendance à user ta batterie prématurément. Xiaomi, qui a sorti un téléphone avec une batterie de 5000 mAh qui se recharge de 0 à 100 en 20 minutes. Mais pour te dire, si tu fais ça sur une voiture électrique, en 800 cycles de charge, donc pas beaucoup, en 2 ans, une truc de charge par jour, tu perds 80%. Enfin, tu passes de 100% de capacité à 80%. En fait, ce qu'il faut de toute façon éviter, c'est de vider systématiquement la charge de ta batterie. Une batterie, d'ailleurs c'est vrai pour ton téléphone portable ou pour le Mac que tu as sur toi, il faut toujours laisser 10 à 15% de batterie dedans. Et pour ta voiture aussi? Pour la voiture, c'est exactement pareil. C'est le même genre de technologie et il est inutile de charger une voiture à 100%. Généralement, charge-la à 90%. En fait, le phénomène qu'explique Victor, les Chinois, c'est vraiment des bourrins, des forceurs, mais il est vrai, en fait, à la fin de la charge de la batterie. Au début, lorsque tu charges de 15%, admettons, à 60%, tu peux y aller à fond balle, ça n'abîmera jamais ta batterie. Par contre, quand tu commences à arriver dans les derniers pourcentages, si tu continues d'être à fond de balle, là oui, tu vas mis. C'est pour ça que la totalité des chargeurs de voitures baisse le wattage qu'il t'envoie sur ta voiture et en vérité il te faut quasiment autant de temps pour charger de 15% à 60 que pour charger de 90 à 100, tu vois, donc... Mais du coup, dans ta chronique, t'expliques qu'il y a il y a des prises électriques partout, effectivement. Donc, il y a très peu besoin de grande autonomie de voitures électriques. Tout à fait. Ah, mais bien sûr. Sauf que moi, là, je suis quand même en grand voyage. Et je vais te raconter la suite de Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite de ton voyage? La suite. J'ai envie de savoir. La suite du voyage, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que, si je vous l'ai dit, j'ai transporté mes vélos avec ce véhicule. Et il faut savoir qu'il y a quelque chose de très 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 important. On s'en rend pas compte vraiment en automobile, mais dans une voiture électrique où on t'affiche vraiment très précisément ce que tu consommes en termes de batterie, on s'en rend compte. Les vélos à l'arrière, si les roues dépassent un peu à droite, les roues dépassent un peu à gauche sur ton porte-vélo, ça va faire une prise au vent qui est réellement pas négligeable. Et ça augmente la consommation de ton véhicule. Mais quand je te dis ça augmente vraiment la consommation du véhicule. Genre, la Kona électrique passait de 14 kWh de consommation sur l'autoroute. En plus, moi, je roule à 110 sur l'autoroute, on en parlera. À 18.
Ah ouais. Donc c'est vraiment beaucoup. Pas anodin, c'est comme si tu consommais 14 litres d'essence et que tu consommais 18 litres d'essence d'un coup. C'est le cas aussi dans le thermique. La prise au vent, la mauvaise taux de pénétration dans l'air, ça augmente la consommation. Donc j'ai consommé beaucoup plus. Et les 450 km d'autonomie, je les avais pas. En vérité, j'en avais 330, je pense, chargé à mort, chargé max. C'est que quand bien même tu tombes en panne, tu avais tes vélos. Et oui, tu n'étais jamais coincé. Bon, après, je vous raconterai, j'ai fait le moitié un tour de Normandie complet à vélo durant les vacances. C'était formidable, mais ça n'est pas le sujet de la chronique. Du coup, quand je suis parti du Havre pour aller à Troyes, donc c'est un long trajet quand même, le Havre-Troyes. Tu as traversé la France. J'ai traversé la France, j'ai transité par Paris, et là, je suis arrivé à mon premier superchargeur. Alors il faut savoir que quand vous avez un véhicule qui n'est pas un véhicule Tesla, vous ne pouvez pas disposer encore aujourd'hui des superchargeurs Tesla. Donc vous avez, on va dire, en vrai, vous avez moins de superchargeurs disponibles pour vous, parce que la Tesla, tu peux quasiment la recharger partout, et c'est pas le cas des autres. Ça ne sera plus le cas bientôt, puisque Tesla va ouvrir ses superchargeurs à quasiment tout le monde. Et là, je suis tombé donc sur le réseau européen de recharge, qui est bien le réseau, le réseau qui est installé quasiment tout le temps en Europe. Et il y avait 2 bornes, donc une borne super rapide de 150 kWh et une borne de 50 kWh. Je suis arrivé, sincèrement, la borne de 150 kWh, elle ne fonctionnait pas en région parisienne. Et pourtant, c'était la borne conseillée par la voiture qui m'avait dit d'aller justement là. Et ça, c'est terrible parce qu'à 150 kW, j'aurais pu recharger ma voiture littéralement en 20 minutes. Et franchement, je sortais, je faisais boire mes chats. C'était parfait. Je leur faisais faire un petit tour, on mangeait, je rentrais et c'était parti. Le truc, c'est que ça ne fonctionnait pas. J'ai dû aller sur la borne de 50 kW et ça a pris 45-50 minutes à recharger la voiture. Alors, c'est pas beaucoup non plus, 45-50 minutes. Mais par contre, on a dû attendre sur le bord d'une zone industrielle dégueulasse pendant longtemps. Et c'est là. C'est ça la France, monsieur. C'est ça la France du terroir. Le problème que j'ai vécu, il vient pas de la voiture électrique. Le problème que j'ai vécu, il vient du réseau qui est pourri. Et c'est pour ça aujourd'hui que beaucoup de personnes basculent et achètent des Tesla. C'est pas forcément tout le temps pour se la raconter, c'est qu'en termes d'expérience utilisateur, le réseau, il fonctionne, les chargeurs rapides, il y en a partout, et ils sont fiables. Et ça, c'est quelque chose d'important et que malheureusement, on n'a pas souvent chez Ionity, on n'a pas souvent chez Eurocharge, on n'a pas souvent sur le réseau européen. Et c'est vraiment, vraiment méga gros. Et ça vaut aussi pour la ID3. Et c'est qui rend fou. Bah, c'est ça qui rend fou. Tu vois la différence, nous qu'on a fait sur le trajet qui allait jusqu'en Suisse. En Suisse, des chargeurs, il y en a absolument partout. Il y en a sur les parkings de tous les supermarchés et tout, mais avec des vrais chargeurs. Enfin, tu vois, on était au fin fond de la Gruyère, dans un petit village qui était tout dégueu, qui était magnifique, mais c'était un parking, c'était littéralement des places tracées dans un champ sur du gravier. T'avais 2 superchargeurs, t'arrivais, tu bipais, tu pouvais charger ta voiture. Et là, tu fais, ok, c'est le futur. Genre, bonjour, bienvenue. On est en 2021, je peux recharger ma voiture électrique, on est au milieu des montagnes. Tu fais, bon, ok. Alors, du coup, moi, je vais raconter l'anecdote que j'ai racontée hors micro en arrivant. Sur mes amis qui ont fait un road trip en Zoé. Et qui, du coup, ont dû prévoir tout leur road trip en fonction de la charge de la Zoé et en fonction des possibilités, puisqu'effectivement, quand tu connais le réseau, tu sais que potentiellement, ça peut prendre du temps. Et eux, ils ont fait tout leur... En plus, c'est des fans de très bonne nourriture. Donc, du coup, ils ont créé leur road trip en se disant, à chaque fois, on va s'arrêter le temps d'un repas. d'1h30, 2 heures, plus la nuit quand on dort sur place. Et du coup, comme ça, ils ont aussi ciblé leur voyage sur les restos et sur les temps de charge et sur, du coup, les étapes. Et je trouve que, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est pas encore très pratique du coup d'envisager son voyage comme ça, mais c'est aussi une autre façon d'envisager le voyage qui te force en fait par la contrainte, et je trouvais que c'était assez chouette d'être forcé dans ce sens-là par la contrainte. Moi je comprends, mais en fait j'aurais voulu vivre des choses comme ça, mais à part la seule anecdote que j'ai, c'est donc ça. Donc le chargeur Auchan qui ne fonctionnait pas, mais j'en ai rien à foutre. Moi, j'étais full life. Et voilà, un des chargeurs super rapides qui fonctionnait pas, mais l'autre à côté fonctionnait. À part ça, j'ai eu aucun problème. Ça a été un bonheur complet. La voiture marchait bien, elle était silencieuse. Les chats l'ont apprécié. J'ai transporté mes vélos
partout en France et je suis allé dans la région troyenne en électrique et j'ai fait des allers-retours à Troyes sans me priver à chaque fois. Moi j'habite un village à 25 km de Troyes, à chaque fois c'est 50 bornes à l'aller-retour à Troyes, aucun problème. Le soir je rentrais chez ma maman, je posais la voiture, je branchais ça à une prise du garage, j'allais me coucher, je revenais le matin, la batterie à 85%, je fais oh là là, bah, écoutez si c'est aussi on peut créer une nouvelle catégorie de tests de voiture, c'est les félins approuvés de Bougarde, tu vois, tu prêtes tes chats et s'ils vomissent pas, la voiture a le saut. Bah ouais, j'avoue. Et quand il est venu le temps du coup de rentrer et de rendre la voiture, bah pareil, toujours gêné un peu par ce problème de consommation dû au transport des vélos. Mais le prochain coup, je pense que je les transporterai dans le coffre les vélos parce que vraiment la consommation ça fait ça. D'ailleurs, je vous parlerai très probablement dans Commute de l'aérodynamisme et de l'importance de l'aérodynamisme dans les transports. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, ça intéresse Quentin aussi. Le pilote qui est en mode oui, c'est un peu comme ça que je suis en vie, mais c'est un peu exactement, c'est un peu ça. Et j'ai trouvé ça trop simple. En tout, j'ai fait 1270 km au travers la France et j'ai rechargé sur une recharge, on va dire, d'autoroute une seule fois. Et c'était d'une simplicité déconcertante. Alors évidemment, je suis pas parti à Marseille, j'ai pas fait l'autoroute du Soleil en voiture électrique. Mais franchement, je pense que ça aurait pas été beaucoup plus dur que ça. Ce qui est une honte, puisque tu aurais pu passer devant mon aire d'autoroute préférée. Ah ouais? Mais tu sais, je avec les champignons. Mais oui, voilà. Mais oui. Donc la prochaine fois. Il y a des gens du Discord qui ont posté des photos de cette fameuse aire d'autoroute en disant c'est la plus belle aire d'autoroute de France. Donc ce que je veux dire en conclusion, c'est que si vous pensez aujourd'hui que l'autonomie est un problème sur les voitures électriques, si vous pensez les voitures que par le long voyage, si vous pensez qu'une voiture électrique ça ne va pas loin, que ça ne recharge pas vite, que c'est que des galères, c'est faux, c'est littéralement faux. Et je terminerai en conseillant du coup 2 applications. C'est important, hein, évidemment, Studio 404 n'est plus là, donc il faut quand même en parler un peu. Si vous voulez, déterminer votre trajet à l'avance et connaître l'état des chargeurs fonctionnels ou non fonctionnels, vous avez ChargeMap, vous avez ABRP, qui est probablement l'application aujourd'hui la plus utilisée par les utilisateurs de voitures électriques. Elle fait la totalité du réseau européen. Elle adapte votre trajet en fonction de la consommation de votre véhicule. Donc, vous sélectionnez votre véhicule. Ils savent déjà à peu près combien le véhicule consomme, combien elle a de batterie, jusqu'où elle peut aller et sur quel réseau de chargeurs cette dernière peut se recharger. Et vous avez un trajet optimisé au poil pour vivre votre vie tranquille. Et pour tout ce qui est de la Kona électrique, qui est une voiture que je prends vraiment souvent, si vous avez un véhicule électrique à envisager, c'est vraiment un véhicule que je vous recommande très 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 chaudement. Elle a juste un défaut, c'est d'être surélevée. Je vois pas pourquoi elles ont surélevé cette caisse comme un Dacia Duster, tu vois. Bon, ça doit être... Niveau aérodynamique, c'est pas ouf. Hein. Bah non, mais après, elle consomme 12 kWh au 100. Oui, elle pourrait faire mieux. La Ioniq, de la même marque, fait mieux parce que elle est plus basse, plus aérodynamique. Si vous êtes convaincu par l'autonomie et qu'il vous manque de l'argent, essayez d'être moins pauvre. Essayez d'être moins pauvre. C'est une bonne conclusion aussi. Après, je parle d'une voiture à 32 000 euros neuve. C'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent. 32 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais ça reste... Non, puis surtout, comme t'expliques, sur de la location, c'est intéressant. Sur la location, c'est mieux. Bon, de toute façon, je la loue, je l'achète pas. Et surtout, vous avez toujours des leasing, des offres de crédit. Et surtout, faut bien penser que vous allez faire des économies sur le long terme en voiture électrique. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'on prend pas trop en compte. Déjà, votre assurance est relativement peu chère. Votre carte grise ne vous coûte quasiment rien. Un plein, tiens, combien coûte d'après vous un plein d'une voiture électrique? 5 et 10 balles. Ouais. Alors ça dépend de la taille des batteries. Évidemment, sur le Kona qui a une batterie de 65 kWh, ça coûte environ 15 euros. Voilà. Mais il n'y a pas une énorme augmentation du prix de l'électricité là qui arrive? Ça augmente, mais pas énormément, non. Globalement, c'est assez constant. Non, parce qu'ils en parlent un peu partout là en ce moment, en disant que ça va être chaud pour les
pour l'avenir, quoi. De toute façon, plus on va consommer d'électricité, plus ça va augmenter. Je pense le prix plus ça va augmenter, et surtout comment à un moment on va être taxé sur l'électricité de transport. Je pense ça arrivera un jour ou l'autre. Mais quand bien même, c'est même pas une histoire de prix. Le confort du voyage en véhicule électrique. Aujourd'hui, je le remplace pas, quoi. Faut vraiment avoir une excellente berline très silencieuse, très isolée, pour avoir à peu près le même genre de sensation en boîte automatique. Et encore, tu sens les passages de rapport, tu sens quand même un tout petit peu les clac, t'as la chaleur du moteur qui se dégage, t'as moins de place à l'intérieur du véhicule de manière générale. Donc c'est en tout cas pour des vacances, pour la tranquillité, si vous pensez que ça va vous apporter des problèmes, le véhicule électrique, que nenni, allez-y. Kona électrique, ou alors aujourd'hui on peut louer des Tesla Model 3 grande autonomie chez Tesla notamment, et aussi d'ailleurs chez Virtuo. Donc n'hésitez pas, ça vous permet aussi de tester de nouvelles voitures et voir si vous aimez ça, car peut-être que comme Victor, vous n'êtes pas convaincu par les voitures électriques et vous préférez le bruit du flat 6. Merci Ken. Merci. Je vous en prie. On va passer à la deuxième news, et cette news nous parlera de manger, car on a faim. Voilà, après une légère pause que vous n'avez pas entendue, évidemment, nourriture, hein, puisque Victor était en train de manger son ThinkPad devant moi, tellement il avait faim. J'ai tenté de consommer le micro, et je me suis fait rattraper par le régisseur. Impressionnant, hein. Enfin, voir manger Victor, c'est quelque chose d'assez fou. Il a speedrunné 18 wings, 3 bao, et... Je peux te dire que la consommation, c'est du 18 kWh. Hein. Ouais, on sent que c'est plutôt la Tesla Model X. Chez lui, on va parler de l'autoroute à 110, non pas une proposition mais une rumeur qui revient de plus en plus avec je sais pas tous les détraqueurs ou les souteneurs de Anne Hidalgo, ta femme de ta vie. Oh oui. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que son destin présidentiel est tout tracé, évidemment. Comme Éric Zemmour. Et du coup, au choix, on choisit quoi alors, hein? Je me demande bien. Ouais, non. Je sais pas, franchement, j'hésite. T'hésites? Ouais. T'hésites franchement? Ouais. Bref. Je quitte ce podcast. Évidemment, la France a peur des autoroutes à 110. Est-ce que les autoroutes à 110, c'est un véritable problème selon vous ou pas? Quiz, devinez ma réponse. Chloé, je fais déjà du 110 sur l'autoroute. J'ai appliqué tes recommandations, Ken, sur comment bien économiser de l'essence, vu que je suis encore à l'air thermique. Et non, j'ai vraiment testé ça la dernière fois, je crois que je vous l'avais raconté, mais j'ai vraiment tenté de le faire le 110. Est-ce que tu fais chier? Pas du tout. Et justement, c'était assez marrant. J'essayais de le 110 et de pas dépasser le 3000 tours minutes. Je sais pas. Et donc, c'était du coup un challenge qui était assez intéressant et je l'ai vraiment vu sur ma consommation d'essence, donc j'étais hyper contente. Donc oui, l'autoroute à 110, bien sûr, évidemment. Victor, non, mais moi je sais, Victor, évidemment on te regarde. Je sais qu'il faudrait que je dise oui, mais moi ça me fait chier, j'aime bien rouler vite, voilà, c'est tout. Non mais de toute façon, tu respectes pas 130. Donc 110, qu'est-ce que t'en as à faire? Si, presque quand même. Je roule un petit peu au-dessus de la limitation de vitesse, mais presque. Et pour ma consommation, j'ai tenu à jour mon Excel de consommation des vacances et j'étais autour de 8 litres au 100, ce qui, pour un coupé allemand des années 90, est fort respectable. Franchement, de ouf, hein. Voilà. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais tu parlais de la consommation. Ma consommation entre si je roule décapoté ou pas. Oui. Décapoté, ça me baise l'autonomie, mais genre vraiment à violon. C'est ouf, hein. Ouais. C'est oufissime. Sur l'autoroute, c'est capoté direct parce que sinon je fais 12 litres et c'est l'enfer. Donc voilà. Puis bon, j'aime bien les trucs qui font vroom, mais quand même. Donc d'une manière générale, on est tous d'accord pour dire que c'est bien 110 autoroute. Moi, je roule. Après, si l'autoroute est à 110, je pense que je roulerai que sur la nationale. Je roule déjà à 110. Ah ouais, bon, c'est comme tu veux, mais tu seras vite ralenti par les villages. Le 110, je le pratique depuis très longtemps. Moi aussi, c'est un truc de consommation. Je vous ramène au premier podcast sur commune que j'ai fait. Mais juste comme ça.
Savez-vous combien de temps vous perdez entre rouler à 130 et rouler à 110 sur 100 km d'autoroute? 2 minutes. Ouais, j'aurais dit 3 minutes. 6 quand même, forcez pas. 6 minutes. C'est-à-dire que vous faites 200 km d'autoroute, hein, c'est-à-dire, et si l'autoroute est full à 130, hein, ouais. Oui, c'est ça. Vous allez perdre 12 minutes de votre life. Enfin, je veux dire, un non-événement, quoi. Et multiplié par le nombre de gens qui prennent l'autoroute, ça fait beaucoup de vie humaine. Mais en revanche, je dis ça, j'ai des rires. Hein, mais combien de consommation vous gagnez? C'est 15 à 20%. 15 à 20%, en effet. Ouais. Bien joué, Victor. Donc tu gagnes 20% de consommation pour seulement 12 minutes de perdu sur 200 km. C'est ultra worse de rouler à 110. Mais écoutez, moi j'ai envie de dire, laissons les gens faire le choix. Ouais, mais complètement. Non, mais complètement. Ça, c'est l'argument de droite libertarienne. Non, mais c'était la question dans c'était la question dans le sens où si c'est obligatoire. Est-ce que c'est vraiment problématique? Oui, voilà, c'est ça. Je dis juste que si c'est obligatoire... C'est problématique pour mon permis de conduire. Mais si c'est obligatoire, dégoiquez-vous tout de suite. Pensez pas que vous allez jamais arriver à destination. Vous gagnez notre. En plus... Prenez le train et vous irez vachement plus. Exactement. Et vous voulez rouler à 300 km/h, prenez le TGV. Par contre, il y a une remarque qui a été faite aujourd'hui qui est très intéressante. Par contre, si les autoroutes sont à 110, on est d'accord, faut baisser le prix du péage. Oui, non, parce que c'est des sociétés capitalistes. Voilà. Donc, non mais d'accord, mais il faut nationaliser les autoroutes. Non mais le scandale. Bon, voilà, c'est ça. Moi, le scandale, ça serait pas justement de baisser à 110. Bah oui. C'est qu'à 110, on paye pareil. Tu payes pareil. Ça, par contre, c'est la scandaleux. La dernière fois que les autoroutes de prix ont baissé, c'est quand? Jamais. C'est jamais arrivé. Voilà. Mais ça ne fait qu'augmenter. Il faut clôturer cette news, sinon notre réalisateur... C'est dommage, j'avais envie de rebondir sur un truc débile, mais ça va prendre 10 secondes, ne rebondissez pas sur moi. J'ai pris le train, le TGV Inouï, et dans l'application pour se connecter au Wi-Fi, tu as le trajet en direct avec le kilomètre. Vitesse. Et j'adore ça. J'ai passé mon temps à toutes les 5 minutes dire à mon mec, là on fait du 329. Là on a un peu perdu, on est à 287. J'ai passé mon temps à regarder ça, c'est magique. Et il y a une chat room que personne ne se connaît, mais tu connectes sur le Wi-Fi, il y a un truc où tu peux discuter avec les autres passagers. Mais non. Faites-le, c'est trop bien. Trop bien. Putain, mais PictoChat de la DS. Ouais. Carrément. C'est parti, on enchaîne avec la 3e chronique et c'est Victor qui va nous parler de la ville sans voiture. Oui. Un monde idéal. Un monde idéal, je ne sais pas. Moi, en cette rentrée 2021, et suite à la journée sans voiture à Paris, qui m'a fait bien rager parce qu'il y avait beaucoup trop de voitures, je me suis dit que j'allais vous parler d'une perspective d'une ville sans voiture, et ça va me permettre de faire un petit tour d'horizon des villes qui ont déjà mis en place ce genre de mesures, ouais, et celles qui l'envisagent. Voilà. Je vais ouvrir sur une petite anecdote perso, puisque on parlait de vacances, mais je suis parti cet été en vacances à Venise pendant une semaine. Et au-delà du fait que c'est un endroit absolument merveilleux, j'ai fait un constat assez évident, c'est qu'il n'y a pas de voiture. Et là, vous allez me dire, sans blague. Merci Victor. Voilà, bon, il y a des bateaux, il y a plein de bateaux, des bateaux taxis, des bateaux ambulances, des bateaux camions poubelles pour le grand bonheur de mon petit neveu. Si. Y a des bateaux maraîchers et des bateaux qui livrent les brasseries. Genre, t'as des bateaux avec les cuves de bière et tout, c'est énorme. C'est presque le 5e élément. Tu peux prendre ton wok vraiment sur le balcon. Mais enfin, vraiment, j'ai des photos de maraîchers qui livrent sur les quais. C'est super chouette. Tellement bien. Ouais. Alors, après avoir passé une semaine à déambuler dans les rues vénitiennes, quel bilan j'en fais? Et ben, premièrement, c'est que c'est un kiff quand même de se déplacer dans une ville où il n'y a pas de voiture parce que t'as pas de stress. Puisque tout le centre-ville de Venise, excepté les canaux, c'est piéton, mais les canaux, ça reste quand même cantonné à des grands axes. Et dans les petites rues autour, t'as pas des bateaux partout, c'est pas comme une scène de film où t'as des gondoles. C'est globalement, ça ressemble à des rues piétonnes avec avec des boutiques. Parce que la présence des voitures, c'est quand même un truc un peu stressant quand t'es piéton, a fortiori en Italie, c'est un peu l'angoisse, quoi. Et là, en plus, on est parti en famille, donc comme je disais, avec mon petit neveu et ma nièce. Donc c'est aussi cool de pas se poser la question de savoir s'ils vont finir sous une voiture. Tu peux toujours veiller à finir s'ils finissent pas au fond d'un canal, mais bon, c'est pas grave. On en a déjà parlé. Deuxièmement, un autre point d'avantage, c'est le bruit. Passer une semaine sans voiture, même si les bateaux font un peu de bruit, c'est quand même vachement plus cool le clapotis de l'eau que le bruit des pneus.
Et troisièmement, moi, le plus grand enseignement que j'ai vu, c'est la hiérarchie urbaine et vraiment la hiérarchie entre les transports et les tailles des espaces de communication. Je m'explique. Quand on arrive à Venise, il y a 3 façons d'y arriver, globalement. Donc, soit on arrive en bateau, donc dans ces cas-là, c'est assez classique comme quand on arrive en bateau, c'est un port, et puis tu descends. Un train qui te dépose en gare, mais vraiment littéralement aux portes de la ville, un peu excentré, mais tu descends et ça y est, t'es dans la zone piétonne et tu peux prendre des bateaux pour aller plus loin. Ou en voiture, et là t'as un parking relais où tu déposes ta voiture, c'est hors de prix, mais tu fais le reste quand même à pied. Ce qui fait qu'en gros, le piéton est vraiment au centre de tout le reste. C'est-à-dire que le train te dépose, mais en fait tout est à pied, tout est organisé à pied. Et les canaux, ça sert vraiment à faire les longues ou moyennes distances. Ou pour utiliser les transports type utilitaires, donc les bateaux-bus, il y a des vaporetto qui sont des gros bus de personnes, t'as les taxis, et ce que je disais, tous les trucs que j'ai listés autour, et les marchandises. Donc pour faire une comparaison un peu vidéoludique, les canaux c'est un peu les couloirs de fast travel. C'est genre vraiment tu te rends d'un endroit à un autre dans la ville, mais tu fais pas ce qu'il y a entre les deux. Et en fait le 3/4 de ce que tu fais, c'est tu t'enfonces dans des îlots qui sont plutôt denses, à pied, et tout ce qui est transport motorisé gravite autour du piéton. Mais là vous vous dites, mais c'est quand même assez spécifique comme anecdote. C'est vrai, parce que c'est une ville qui a été construite et qui a évolué sans voiture jamais. Les seules îles autour où il y a des voitures, c'est le Lido. Donc le Lido, c'est la petite bande qui protège Venise du reste de la lagune. Et fun fact, on est allé au Lido pour aller à la plage et ma nièce s'est exclamée en voyant la première voiture: mais c'est nul les voitures. Oui. Voilà. Parce que la réaction de après 4 jours sans bagnole, t'en vois une, tu vois traverser la route, tu te dis mais c'est nul à chier quoi. Genre faut attendre pour traverser la route, ça fait du bruit. Genre. J'ai partagé le même constat, j'étais à 2 doigts d'instrumentaliser cet enfant pour le poster sur Twitter, mais je l'ai pas fait. Voilà. Et j'ai trouvé un fonctionnement assez similaire dans une autre ville d'Europe, mais cette fois-ci sans bateau. C'est à Barcelone. Alors, laissez-moi vous expliquer. À Barcelone, il y a ce qu'on appelle les superilles. Vous excuserez mon catalan, je suis très nul truc. En français, ça veut dire les super îlots. D'accord. Alors, imaginez-vous que dans la ville catalane, ça ressemble à un plan de rue qui ressemble un peu comme à New York. C'est des rues qui sont orthogonales, donc qui se croisent à 90 degrés, avec des blocs qui sont très carrés. Ouais, je vois très bien. Comme à Levallois-Perret. Comme à Levallois. Et ils se sont posé la question de savoir s'ils pouvaient aménager les choses de façon un peu différente pour changer vraiment les axes routiers et vraiment savoir si on pouvait expérimenter une façon de faire autrement la ville. Alors ils ont pris donc les blocs, ils en ont fait des super blocs. C'est des carrés de 3 blocs par 3 blocs, donc 9 îlots réunis. Et à l'intérieur de ces îlots, les rues sont réservées aux piétons. Le trafic de véhicules est très très limité, c'est réservé au transport public, aux riverains, aux artisans, aux urgences, tout ça. Et le sens de circulation, ça fait des boucles, qui fait qu'en fait, ça te ramène toujours vers l'extérieur. Et en fait, la comparaison que j'ai trouvée avec Venise, c'est qu'en gros, tu as des canaux qui font le tour du quartier, donc pour vraiment le transit et pour aller ailleurs dans la ville, et tout ce qui est à l'intérieur, là où les gens vivent, c'est à pied. Donc ça a été expérimenté en 2017, ça s'est répandu dans plein d'autres îlots de la ville. Il y a eu beaucoup de résistance au départ, parce qu'on en a déjà parlé, c'était les commerçants qui avaient peur de perdre du chiffre d'affaires et tout. Encore une fois, ça s'est révélé être complètement faux. Et la principale conséquence, c'est que surtout, ça a été adopté de façon populaire, mais il n'y a absolument aucun retour possible pour les habitants. Donc, en plus des aménagements donc de limiter le trafic, ils ont abaissé les trottoirs, donc c'est-à-dire qu'ils ont renié, il n'y a plus de limite entre les trottoirs et le centre de la rue, donc tout le monde peut se balader, c'est moins dangereux en vélo parce que tu risques moins de te casser la binette, c'est plus accessible pour les fauteuils roulants, les poussettes et autres trucs qui roulent sans avoir à faire de yamakasi dans les chaussées. Oui. Et toutes les intersections donc, qui sont au centre donc qui sont les intersections qui étaient entre les 9 carrés, ils ont transformé ça en place publique. Donc ils ont rendu de l'espace et en termes de chiffres, donc pour le super îlot du Poblenou, donc qui a un très beau nom en plus, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Donc entre 2016 et 2018, le quartier s'est passé de 31 000 m² à 56 000 m² d'espace public. Waouh. Donc ils ont quasiment doublé l'espace public. Les espaces verts, c'est passé de un peu plus de 9 000 m² à 18 000 m². Donc pareil, x2. Les zones de jeu pour enfants, c'est passé de 0 à 2500 m². D'accord. Les places assises pour le mobilier urbain, c'est passé de 36 à 385. Et les commerces en activité sont passés de 65 à 85. Donc ça a été vraiment une victoire sur tous les tableaux. Donc, comme j'ai dit, ça va être expérimenté sur d'autres quartiers, et en gros, c'est une dynamique qui va probablement s'élargir beaucoup plus de la ville, et sûrement à toute la ville. Un autre exemple que je peux citer, donc qui n'a pas un fonctionnement comme Venise, mais qui est devenu complètement piéton, c'est Ljubljana. Ah ouais. Ljubljana, c'est devenu progressivement en voiture dans le centre-ville depuis 2007. Donc ça a graduellement fermé son centre urbain aux véhicules motorisés. Il y a encore une fois, seuls les bus, les taxis et les véhicules de livraison ont le droit d'y circuler. Les véhicules de livraison, c'est que entre 7h et 10h, et c'est le stress total parce qu'il faut qu'ils livrent tout avant 10h, sinon c'est compliqué. Sachant que j'ai vu des interviews de livreurs où les mecs ils doivent livrer des magasins qui ouvrent à 9h30. Donc c'est un peu le rush, mais ça marche. Et en parallèle du fait de fermer l'accès au centre-ville, ils ont accompagné tout ça par tout un tas de mesures, ce qui a valu la ville d'être nommée la capitale verte de l'Europe en 2016. Classe. Donc cette piétonisation du centre-ville, ça a été accompagné par la mise en place d'un parking relais en périphérie où tu peux te garer et ensuite accéder au centre-ville avec des navettes gratuites. Ok, donc t'as des parkings en périphérie et on t'amène quand même en centre-ville. En centre-ville, qui est piéton. La ville a réalisé en parallèle de ça 230 km de routes cyclables en mutation. Et ça a eu un tel succès qu'ils ont dû doubler la capacité du service de vélo en location. Donc le Vélib de là-bas a doublé. Quel rêve. Et là vous vous dites ok, donc c'est très bien, quels sont les arguments contre? Et par exemple pour les personnes à mobilité réduite, comment on fait? Et ils ont mis en place un service de petits véhicules électriques avec chauffeur qui s'appelle Cavalier, je trouve le nom très bien. Et tu vois une interview d'une petite mamie qui sort de son supermarché avec son gros cabas de course et qui se fait ramener chez elle tranquillou avec un truc ouvert. Ça ressemble à un petit truc vraiment ça ressemble à un caddie de golf, quoi. C'est gratuit? J'ai pas vu, je crois que c'est un petit peu payant, mais pour les personnes à mobilité réduite, c'est disponible. Je pense qu'il y a des abonnements. J'ai pas regardé dans le détail plus que ça. Donc aujourd'hui, le succès, il est à la fois populaire et environnemental, parce que le maire de la ville annonce que dans la rue principale, la population sonore des véhicules, donc la pollution sonore, s'est abaissé et ça a descendu de 6 décibels. Ah, le rêve. Aujourd'hui, Ljubljana, dans le niveau sonore du centre-ville, c'est similaire à une forêt. Sur les mesures. Une forêt? Ouais. Donc, sur le bruit de fond, les gens qui marchent et qui font leur vie hors bar et autres, niveau similaire, t'es à la campagne. C'est pas très dense comme ville quand même, peut-être. C'est pas mal dense quand même. Hein. Les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 70%. Sans deck. Voilà. Il y a eu à peu près le même constat à Paris dimanche dernier, malgré toutes les voitures qui roulaient encore. Air Paris a mesuré une baisse de 30% des émissions. Mais je fais un aparté, ça me fait toujours rire les résultats d'Air Paris qui disent quand il n'y a plus de voitures, il y a moins de pollution. Et t'es là, c'est bien qu'ils le disent parce qu'il y a des gens mais parce qu'il y a plein de gens qui disent que la pollution ça vient de l'Allemagne, que machin et tout. Non, ça vient de nos usines uniquement. Ouais. C'est faux. C'est faux, c'est mesuré, ça a été mesuré plusieurs fois. Mais alors en France, comment ça se passe? Alors je vais vous parler de l'exemple le plus médiatisé, on en parlait tout à l'heure de notre chère Anne Hidalgo, puisque c'est revenu dans l'actualité. David Béliard a confirmé la future zone de trafic limitée pour la deuxième moitié de 2022. Alors qu'est-ce que c'est cette ZTL? Oui, qu'est-ce que c'est? Ce sera une zone qui sera limitée, dont le trafic sera limité, comme dit son nom, pour le centre de Paris. Ça va s'étendre du 1er au 7e arrondissement. Donc c'est vraiment les arrondissements centraux de Paris, ça ne sera pas sur toute la capitale. Dans cette zone ne pourront circuler en véhicule motorisé que les riverains, les livreurs, les artisans, les transports en commun et les taxis. Tout
trafic de transit y est interdit. Donc toutes les gens qui doivent traverser ces arrondissements, c'est plus possible. Et là, donc déjà, ça a cloué le bec à tous les gens qui ont dit ouais, mais le plombier, il pourra plus. Non, le plombier, il pourra y aller. Oui, d'accord. Et les flux de transit, je voulais parler dans le dernier, je disais que j'allais parler de sociologie des déplacements. J'ai pas eu le temps de préparer la chronique au niveau que je voulais le faire, donc du coup, je vais quand même appuyer mes chiffres sur les parties de transitoire, mais j'ai pas la sociologie, mais j'ai les origines. Dans ces flux de transit, il y a 65% des flux de transit qui traversent les arrondissements centraux qui viennent de Paris même. Hors de la zone centre. Mais tu déconnes. Non. C'est des gens qui viennent de Paris, donc du 20e et tout, et qui traversent les arrondissements centraux. 26% viennent de la petite couronne, et seulement 9% de la grande couronne. Donc on parle des gens qui ont accès au métro, au tramway, à toutes les pistes cyclables qui ont été signées et trucs. Donc ils ont fait l'étude, ils ont poussé l'étude jusqu'au bout, et ils ont estimé que sur l'essentiel de ces flux, c'est composé de voitures et de 2 roues motorisées utilisées pour des déplacements domicile-travail simples. Les véhicules de service type véhicules utilitaires, taxis, poids lourds, ça représente que 33% du trafic. Et donc sur ce 70% de gens qui sont dans Paris, il y a seulement 30% des transiteurs qui ont absolument besoin de leur voiture pour effectuer le trajet. Pourquoi ils auraient absolument besoin du coup ? Parce que c'est des trajets complexes, il y a absence de solutions de transport en commun, il y a des rapports de charge. Donc ils ont estimé, ils ont mesuré. Pour les 70% restants, la voiture est avant tout une commodité, où ils pourraient se reporter vers autre chose. Donc, sincèrement, je comprends même pas comment on peut appeler ça une commodité. L'argument de dire oui, Paris se ferme, on veut plus accueillir les gens d'ailleurs, machin et tout. Non. Ça concerne les Parisiens, avant tout les Parisiens, et les Parisiens, ils ont voté pour Anne Hidalgo. Donc, on va écarter les gens de 70% de commodité, et pour les 30% restants, je suis sûr que la mairie va mettre en place des services ou des exceptions pour ces 30%, parce que maintenant ils les ont identifiés. Des badges, une pastille, ça marche. Donc globalement, il n'y a plus aucun argument pour dire que il faut maintenir la voiture. Et j'irai même plus loin, c'est parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur le sujet, dont des vidéos de youtubeurs américains et journalistes américains, et ils se disent mais les Européens, leur ville précède la voiture. J'avoue. C'est globalement des véhicules, des villes qui ne sont pas adaptées en termes de place aux véhicules. On a fait rentrer les choses au forceps dedans pour faire en sorte que ça aille. Ça a défiguré les centres-villes, Copenhague en premier, et on est revenu en arrière pour Copenhague pour faire en sorte de rendre de l'espace au public. Et les Américains se disent mais attendez, nous c'est hyper compliqué, on a un pays qui s'est construit sur la bagnole, vous avez des villes européennes, pourquoi vous le faites pas? Tu veux dire que les États-Unis nous shame? Non, ils nous envient de pouvoir le faire facilement. Oui, ils nous envient. Parce qu'on le fait pas, alors qu'on pourrait le faire. Justement, ils mettent en avant, parce que là, j'ai cité uniquement 3 exemples, mais Oslo est en train de le faire, Madrid est en train de le faire, en Italie, à Milan et à Turin, il y a des zones de trafic limitées depuis une quinzaine d'années. Il y a des initiatives mais dans plein de villes en France décarboner aussi, pas mal de choses. Oui, dans Paris aussi, mais après, des centres-villes urbains. Il y a un péage à l'ombre, c'est quand même. Je crois, si je dis pas de bêtises, que Strasbourg, le centre-ville, est complètement interdit aux voitures. Puisqu'on en avait parlé